Salut les amis, ravi de vous retrouver sur le stream, 16h30, l'heure de parler du sport bien sûr comme tous les lundis avec une équipe absolument folie. La First Team présente, les meilleurs éléments sont sur ce plateau, ici même, on va les présenter bien sûr dans quelques instants. C'est vrai, les absents ont toujours tort aussi en même temps, il faut le dire. On va parler de sport, rentrer dans la maison du sport bien sûr sur House of Sport avec bien évidemment mon premier, puisque je parlais du plateau, est un meneur hors pair de Malakoff à Levallois. Il a fait des Hauts-de-Seine en tant que joueur puis entraîneur son royaume. Monsieur Tom Dufan, salut. Ah ouais, bah alors, ça va quoi? Tu t'es pas reconnu dans le truc? Bah non, parce que j'ai jamais été T'étais pas meneur en fait. J'ai dit entrepreneur. Ah. On est tous un peu fatigués. Il y a une autre meneur aussi, mais... Scusi, je suis ravi d'être là, il y a un gros programme. Et en plus, j'ai un super voisin aujourd'hui pour parler d'Arsenal. Exactement. Mon second a commencé à le présenter. En effet, c'est un expert du foot, à tendance bien sûr Première Ligue, un consultant avisé sur le cyclisme, mais aussi un expert en relations amoureuses avec l'Amérique latine. Salut mon cher Robin Vatrin, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va super, je suis ravi d'être avec vous. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur ce plateau et ça me ravit. Ouais, c'est vrai que c'est un grand bonheur de te retrouver. Autant il y en a qu'on ne reverra plus jamais ici, autant toi, autant les ravis de te revoir. On espère bien sûr que les anciens s'ils nous regardent. Mon troisième a vécu le meilleur week-end de son année, un championnat du monde bien sûr de cyclisme, la Ryder Cup. Il ne manquait plus que le biathlon pour lui faire passer le meilleur week-end de son année. C'est Monsieur Paul Harrer, notre polo national à nous. Ah, je suis tout en jeu aujourd'hui. Hein. Ça a régalé, hein. Ouais. Pas mal. Enfin, mon quatrième va retrouver sa Big Apple le 30 septembre prochain. Et on ne parle pas de son ex, bien sûr, Monsieur Arwan Abotret. Le 30 décembre prochain, c'est ça? Le 20 tu vas à New York. 19 octobre. Tu vas à New York? Non, mais c'est en février. Apparemment, ils sont bien sur les infos. Apparemment, je ne pas de quel Journalisme d'investigation, apparemment. Pas bravo, Emmanuel Chin. Salut les amis. Non, là, hier, on prend le 19 octobre, la saison, et puis nous, on en prévoit un voyage avec Sport US Travel, puisque les frontières américaines seront réouvertes, comme nous a annoncé Joe Biden. Et donc, en Joe Biden. Ça, c'est février. Et donc, en février, on devrait partir à Los Angeles, à New York. Los Angeles, c'est pour après. J'étais resté sur décembre. Les amis, avant qu'on commence cette émission, il y a quand même beaucoup de choses à annoncer parce qu'aujourd'hui, on est en émission pour parler sport, mais à 22h, vous avez un rendez-vous First Team. Là. C'est le grand lancement, c'est le keynote de Thomas Dufan et Erwan Abotret. Celui que tout le monde attend. C'est tellement notre keynote en plus. Alors, bon, rendez-vous à 22h sur notre chaîne Twitch First Team 101. Pour tous ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à mettre la petite notif. Il y aura une petite notif. On espère pouvoir le faire parce qu'on va donc présenter tout le programme de cette saison, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques problèmes de réseau en ce moment à Webedia. Alors, on est en direct. Ça marche à l'offre depuis ce matin. Ça a été un peu compliqué pour le programme. C'est clair, mais bon, on espère en tout cas être en direct à partir de 22h sur Twitch pour annoncer le gros programme. Évidemment, il y aura de la NBA en long et en large, les previews, les vidéos de cette semaine, il y a du Nico Batum, il y a beaucoup de choses qui vont émerger cette année. Une belle saison qui nous attend. Et une émission sur la lucha libre. Je suis très impatient de vous la présenter. En masque, évidemment. Et demain, puisque c'est une grosse semaine de sport, je vais vous détailler le programme. Et bien sûr, demain, on se retrouve aussi également ici même pour une petite viewing party. Et ça sera surtout un gros match PSG City. Ça sera d'ailleurs, dans le sommaire, le gros débat d'aujourd'hui avec l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Un match qui fait un petit peu peur, je pense, aux supporters parisiens à 24 heures du coup d'envoi. Et on aura bien évidemment notre expert Robin pour nous parler des joueurs sud-américains de cette équipe de Manchester City. Bien évidemment. Le programme, les news, on va en parler tout de suite, bien sûr, avec l'équipe, ce qui a retenu l'attention de la First Team tout au long de ce week-end de sport. Il y aura le mot de Tom consacré à la Ligue 1, une ode à la joie à la Ligue 1 qui nous régale. En effet, on en parlera dans cette émission. Et puis bien sûr, la perf de la semaine. On va parler de cyclisme forcément avec Julien Alaphilippe qui fait le back-to-back. Je ne sais pas si ça se dit en cyclisme, mais on peut l'utiliser et qui a faussé la route bien sûr aux Belges et ça nous fait très plaisir. Alors si vous êtes belge, n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission. Allez les amis, on se concentre. Le programme est beaucoup de sport ce week-end et on débriefe tout ça en équipe tout de suite. Les news, et on commence avec de la bagarre, on commence bien sûr avec de la boxe. Alexandre Usyk fait tomber Anthony Joshua, c'était l'énorme surprise de ce vendredi soir, battu au point, l'anglais bien sûr, du côté de Londres, une énorme surprise, une mauvaise surprise, diront certains pour la suite bien sûr du programme boxe à venir sur la scène mondiale. Je sais pas, je me retourne vers toi mon cher Erwan parce que c'est avec toi qu'on va amorcer la discussion. Un Joshua amorphe, sans inspiration, presque embourgeoisé. C'est un peu je ne sais pas si c'est ton résumé aussi du combat. What a disgrace! J'ai dit devant ma télé, parce que malheureusement, tu n'étais pas dans le stade de Tottenham. En ce moment, il fait bien, il fait bon jouer à Tottenham entre les Spurs et Anthony Joshua. On se fait vraiment casser la gueule dans ce stade.
Franchement, moi, j'étais plutôt pro Joshua. C'est un boxeur que j'aimais bien. Et t'as tout dit. Il s'est embourgeoisé. Alors, il avait un adversaire un petit peu original, puisqu'il montait de lourd léger en poids lourd. Donc, plus rapide. Mais en face, il y avait de la puissance. Donc, il était quand même largement favori chez les bookmakers. Il était chez lui. Et puis voilà, on attendait la confirmation. Il y a eu ce faux pas face à Ruiz, mais maintenant on attendait que Joshua confirme et que derrière il aille défier les Wilder et les Fury. Et en fait, ça a été un vrai. Alors pour les experts, tout le monde savait que Usyk était un super boxeur. De là à faire tomber Joshua en Angleterre, c'était compliqué. Maintenant, perdre un combat en boxe, ça arrive. Moi, tu l'as dit, c'est la manière qui m'a surpris, mais qu'à moitié, parce que tu l'as dit. Moi, ce qu'on aime chez les boxeurs, c'est le supplément d'âme. C'est quand t'as ton game plan, mais à un moment donné, t'en sors. Quand tu sais que t'es dominé, tu vas faire un coup, un geste, t'as une attitude qui va faire que... C'est ce qu'on a avec Fury, c'est ce qu'on a avec Wilder, c'est ce qu'on avait pas trop avec les Klitschko, mais qui étaient des robots qui surdominaient leur catégorie. Là, on a vu un mec, petit à petit, vers la 8e, 9e reprise, qui a commencé vraiment à perdre parce que le round 1, le round 2, ça a été vraiment jusqu'au 8e, ça a été un peu un chassé-croisé. Puis au plus on se rapprochait de la fin, on sentait tous, et les commentateurs les premiers, que Joshua était en train de perdre ce match. Et on s'est dit, il va tenter un truc, il va faire quelque chose. Il s'est rien passé. Et en face, Usyk, lui, pour le coup, il a senti le coup, il lui a fait mal. Je pense que, d'ailleurs, il dit des commentateurs, j'ai pas vérifié, je crois qu'ils font sonner le gong 5-6 secondes avant. 8 secondes, c'est énorme. Sinon, je pense qu'il finit au sol. Il est logiquement vainqueur, Usyk, donc quand les arbitres annoncent au point. Et la réaction de Joshua, je pense que, et on va peut-être en parler, je pense que ce mec-là, c'est embourgeoisé. Aujourd'hui, il y a un article dans l'équipe qui dit qu'effectivement, il est multimillionnaire. Et que la suite de sa carrière, on ne sait pas trop, parce que est-ce qu'il a encore envie de boxer? En tout cas, sur ce qu'on a vu samedi soir, la réponse, elle est négative. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est qu'on avait l'impression d'un mec qui était venu pour un match amical, tu sais, répéter un peu ses gammes. Il a travaillé un peu. Voilà, c'est ça, tu vois. Il a mis en place un peu son bras avant, mais derrière, il n'y avait pas d'enchaînement, il ne se passait rien. Et surtout, on avait un Usyk qui devait prendre des risques, parce que tu l'as dit, il y avait un déficit de taille, qui devait aller un petit peu au corps à corps. Il l'a fait avec brio, avec panache, et quelque part, il en sort vainqueur. Moi, la vraie question que je viens de vous poser, les gars, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la boxe? Une bonne nouvelle pour la boxe? Non, t'as raison. C'est vrai que Joshua était détenteur de titres. On pouvait imaginer un grand combat face à Fury pour la réunification des 4 ceintures. Malheureusement, en perdant justement ce combat, sa valeur et sa cote chutent drastiquement derrière. Alors il y a une revanche. Le clan de Fury a parlé déjà, a réagi en disant ça nous intéresse déjà beaucoup moins d'affronter Joshua maintenant. Le truc, c'est que Joshua avait perdu contre Ruiz, on s'en souvient, et au cas où. Pas ni Joseph. Joseph. Lui aussi est monté en catégorie. Salut les deux, c'était 2 gros casseurs de gueule. Il avait perdu contre Ruiz, dans un rematch, dans une revanche, il avait remporté. Là, il y a une revanche qui a été actionnée directement par le clan Joshua forcément en 2022. Donc on verra comment il va réagir. Ce qui est sûr, c'est que Usyk, lui, il disait juste après le combat qu'il en avait encore sous la semelle. Et que on peut imaginer qu'il a fait un combat très sérieux. Il disait que lui-même dans son combat, il trouvait qu'il n'avait pas retrouvé ces éléments de folie qu'on aurait pu espérer pour ceux qui le suivent depuis plus longtemps. Donc j'ai hâte déjà de voir le rematch. Avant de pouvoir répondre à ta question. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, je crois qu'il y a un autre combat qui va arriver bientôt entre Fury et Wilder. 9 octobre à Vegas, si je dis pas de bêtises. Et normalement, il était prévu que le vainqueur de ce combat entre Joshua et Usyk aille justement combattre le vainqueur de Fury et Wilder. Est-ce que ce combat-là aura lieu un jour? En vérité, c'est ça. On l'espère. En tout cas, on ne sait pas s'il aura lieu. Et s'il a lieu, il aura, quoi qu'il arrive, perdu un petit peu de sa saveur. Alors, on l'attend tous, donc on sera tous excités. Mais moi, je suis très déçu. Pas qu'il ait perdu, parce qu'on peut perdre en boxe, honnêtement. Faut rien enlever à Usyk, quand même 19 combats, 19 victoires. Complètement, il est invaincu. 16 par KO, donc il monte, c'est son 6e combat chez les lourds. Il va s'envoyer Anthony Joshua. Il le tape. Et donc, vraiment un grand bravo. gars. Il n'empêche que moi, Anthony Joshua, c'est quand même un mec qui est surprotégé. Depuis qu'il est champion olympique, on gère ses matchs. D'abord, il combat en Angleterre. On le met pas main card. On le fait. Tu vois, il est très protégé. Alors oui, il est beau gosse. Il a les beaux contrats. On l'a vu avec les écouteurs Beats. On en a fait toujours à domicile. On en a fait une vraie star marketing. Super. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis la défaite face à Ruiz, j'ai l'impression que il est où le mec qui avait fait tomber Klitschko? Cette fougue qu'il avait, cette espèce de papam où il pouvait enchaîner, te toucher en disant waouh, te faire crier dans ton fauteuil. Moi, j'ai vu un mec hier qui a subi et qui a accepté de perdre dès le 8e round et qui n'a pas réussi à avoir ce supplément d'âme. Pourtant, tu as un stade où il y a 68 000 personnes qui sont derrière toi. Mais est-ce que c'était vraiment derrière lui?
À la base, oui. Mais moi, j'ai trouvé, à un moment, les deux commentateurs n'étaient pas d'accord, qui disaient « Oh, regardez, cette super ambiance ». Et je sais plus, c'était le consultant, le commentateur qui disait ça, qui disait « Ah, mais l'ambiance, justement, là où, à un moment, Anthony Joshua, surtout dans cette septième manche, où là, Usyk fait vraiment la bascule de momentum, et ben, on n'a pas sorti ce public. Et même à la fin, c'était les supporters ukrainiens qu'on entendait vachement dans ce stade de Tottenham, où, comme tu dis, il y avait plus de 60 000 personnes dedans. J'ai trouvé ça un peu dommage, du coup, pour le manque de ferveur dans la salle. Mais après, qui étaient les mecs qui étaient dedans, voilà, est-ce que c'était un public un peu plus aisé? J'imagine qu'il n'y avait pas se vendre assez cher. Il n'y a peut-être pas 70 000 mecs qui suivent la boxe à Londres. Et voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas demander des ultras. La boxe, c'est comment ça marche aussi. C'est que tu emmènes les gens avec toi. Moi, je pense que sur le début du match, le public, il est bouillant et tout. Et qu'au fur et à mesure, ils ont eu la même impression que nous devant notre télé. Ils ont dit, mais quand est-ce qu'il va nous emmener avec lui? Et je te dis, moi, je suis déçu. Alors, oui, on n'est pas spécialiste de boxe, comme certains aiment bien nous le faire remarquer, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Si tu es mal à l'aise, frérot, va aux toilettes, ça ira mieux. Mais il n'empêche que j'ai senti un mec accepter la défaite. Et quand tu fais partie du top 3 mondial des poids lourds, censé l'être en tout cas, moi, c'est plus la manière qu'imaginer que la défaite. En boxe, tu peux prendre un coup, te faire tomber, comme c'est arrivé face à Ruiz. Et contre Ruiz, il a pris un mauvais coup. Personne n'en a voulu. Il y a eu une revanche, il a repris ses titres et ça allait. Là, moi, la manière m'inquiète un peu pour la suite. Il y aura peut-être un rematch, on le souhaite. Mais Anthony Joshua, dans sa manière maintenant d'aborder les combats, je te dis, l'équipe le dit, est-ce qu'il a toujours envie de boxer un sport qui est dur, difficile? Il a 31 ans. Il a 31 ans. C'est-à-dire qu'il lui reste encore quelques années. Wilder et Fury. Complètement. Écoutez, en tout cas, on aura l'occasion de voir. Je prends un petit commentaire, c'est Eden Rakuen qui nous dit « Après, le niveau chez les poids lourds est quand même fait. Beaucoup de poids lourds surcotés, Joshua Wilder, de son avis. Et quand on compare avec les précédentes époques, il citait notamment Lennox Lewis, il dit « Ça fait mal pour la catégorie. » On avait aussi Salebet qui nous disait, par rapport à ta description de Fury, il dit « Tiens, ça rappelle un certain Tony Yoka. » Oui, il a une carrière qui n'a absolument rien comparable. On lui souhaite la même carrière, bien évidemment, avec une fin un peu différente. Ça va être intéressant de voir la suite, mais il n'empêche que moi j'ai parlé en même temps, j'écrivais à Christian Mpenzu, l'ancien de Bagarre Générale, j'écrivais à Samir et tout, et les deux qui sont des suiveurs assidus de la boxe, ils étaient assez surpris quand même. Alors ils étaient enthousiastes de voir la prestation de Usyk, et ça faut vraiment pas l'enlever, il a fait un match monstrueux. Mais c'était quand même aussi très surpris de voir que ce manque de supplément d'âme de la part de Joshua, on en a tous vu des combats de boxe sans être expert, où les mecs à la fin ils tentent un coup quitte à ce que tu... Mais même à la fin, quand le dernier coup, quand il est dans les cordes, il est là, il subit. Il y a le gong de fin, il se lève, il sourit à moitié, il lève la main de Usyk, il se lève, il lève les mains. J'ai pas senti un mec senti un mec qui avait la haine d'avoir perdu. J'ai pas compris. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il était bien démonté après quand même. Il était à 10 secondes du chaos. Ah ouais. Et on sentait, on disait, il va perdre, il va tomber. Et là, la cloche, bon, ok, il sourit limite, c'est derrière. On verra s'il y a une réaction et surtout l'ego du champion. On va voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent, bien sûr, du côté de Anthony Joshua, le Britannique. Et on vous tiendra au courant s'il y a des combats. Quels seront les prochains combats, en tout cas, qui seront organisés. Si le rematch, tu disais, c'est officiel, je crois que c'était encore en négociation. Non, il a dit qu'il pouvait actionner. Ça devait être dans le contrat, cette option. Ouais, c'est dans le compte, bien sûr. D'accord. Refermons la boxe et parlons d'un sport ô combien dangereux, peut-être plus dangereux encore que la boxe, un sport où il y a des champions qui ont énormément de panache. Je parle bien sûr de la Formule 1, où un garçon hier est entré encore un peu plus dans l'histoire de cette discipline, c'est Lewis Hamilton. Je voulais d'ailleurs parler de la Formule 1 sous ce prisme-là, de ce Grand Prix sous ce prisme-là. Deux gagnants, on va dire, et une victime. Deux gagnants, le vainqueur officiel Lewis Hamilton, la 100e victoire, je le disais, une masterclass stratégique de Mercedes et l'anglais surtout qui se rattrape après un samedi cauchemardesque qui nous a fait un dimanche absolument fantastique. 100e victoire en Formule 1, c'est le premier pilote à le faire. La stat est complètement barge puisque je crois que Schumacher était à 91, si je dis pas de bêtises. Et ça fait quasiment 10% des grands prix disputés dans l'histoire de la F1. Exactement. Ce qu'on disait même ce matin, je crois qu'il me semble que pour avoir le nombre de victoires de Hamilton, il faut que tu fasses l'addition de Senna, Prost et Stewart, il me semble. C'est quand même, ça en dit long. Et oui, c'est vrai, t'as raison, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent dans les décomptes. Mais c'est absolument extraordinaire, sachant qu'on a donc Hamilton à 100, Schumacher à 91, et derrière, je crois qu'il y a un creux énorme, puisque tu dois retrouver Vettel à 57 ou Prost à 51, me semble-t-il. Donc voilà, une victoire absolument incroyable, encore un symbole qui est tombé, encore un record et une stat impressionnante de la part de Lewis Hamilton. Ça faisait longtemps qu'il n'est pas gagné depuis Silverstone, c'était au mois de juin ou juillet dernier. Pour lui, donc elle était attendue, pour lui c'est
très très long. Pour nous, on n'était plus du tout habitués. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de le voir gagner ce 100e victoire. Alors, il a gagné, je dis, c'est le vainqueur officiel. Pour moi, il y a aussi un vainqueur moral, c'est Max Verstappen qui a dû changer son moteur vendredi en essai, qui partait dernier, qui finit deuxième, qui limite la casse au championnat du monde. Je pense que Lewis Hamilton n'était pas très content de le voir deuxième à côté de lui pendant cette course, et qui va faire désormais avec un nouveau moteur, sachant que le changement de moteur dont il a été victime ce week-end, Max Verstappen, Lewis Hamilton aussi devra changer son moteur dans les semaines qui viennent. Et les semaines qui viennent devraient être plus favorables à Red Bull. J'ai l'impression que c'est lui le grand vainqueur. On en reparlera dans les pistonnés, bien sûr, cette semaine. C'est le grand vainqueur de ce week-end. Et puis... Attends, c'est quoi le grand vainqueur, la règle, grand perdant. La règle, en fait, si tu veux, c'est que tu as 3 moteurs. Tu as 3 moteurs dans la saison. Et une fois que tu as utilisé tes 3 moteurs, dès que tu en remets un, tu prends, alors suivant tous les éléments du moteur que tu mets, tu prends des places de pénalité. Là, je crois qu'il a changé absolument tous les éléments. Donc, c'était 40 places de pénalité. Donc, il était assuré de partir dernier. Faire d'un coup. Ouais, exactement. Et donc, bravo. C'est une course exceptionnelle. Hein. On n'en parle pas trop, il y a l'impression et tout. Mais... Après, il y a ce phénomène pluie qui change tout dans sa course. C'est-à-dire que c'est tôt, lui, par rapport exactement. Il aurait dû faire 7 ou 6. Et sa stratégie absolument fantastique. Les champions. Et c'est les champions. Il a remercié les mecs de la météo, d'ailleurs, chez Red Bull. Ils ont été sensationnels. Que ce soit les mécanos, les trucs, ils sont toujours bien inspirés, ces messieurs-là. Et la victime, et on va en parler, Jean Mur en parle, Norris aurait battu Lewis sans la pluie, il avait sauvé du fuel et de l'ERS, tellement triste pour Lando Norris. Lando Norris, c'est la victime, il a fait le week-end parfait jusqu'à arriver, donc première pole position de sa carrière, un rythme dingue en course, il gère pas mal le départ, parce que le départ est toujours assez compliqué en Russie, parce qu'il y a une longue ligne droite. C'est ça qui est incroyable. Tu peux nous expliquer ça 800 mètres que quand tu fais la pole à Sochi, mais en fait, c'est pas un avantage. Je crois que c'était la deuxième place qui était justement le plus difficile. Non, en fait, t'as un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, le premier part du côté propre de la piste, donc c'est-à-dire que normalement, il doit avoir une meilleure impulsion. C'est lui qui va emmener le wagon. Généralement, puisque la ligne droite est longue, il faut que le deuxième se mette directement dans l'arrière de la voiture pour justement être aspiré par le leader. Le leader fait vraiment office de cocu, quoi. C'est-à-dire c'est le mec qui ouvre la soirée, qui invite tout le monde et qui ne profite pas, quoi, si tu veux. C'est un peu ça l'image. Et grosso modo, ce qui se passe très souvent, c'est que le troisième étant directement dans l'aspiration du premier, généralement, sur ces 2 km de ligne droite, parce que c'est une ligne droite quasiment de 2 km, ils font dans l'aileron arrière, on va dire, du premier, qui va l'emmener, qui va l'aspirer, jusqu'à arriver au premier freinage, où généralement, il y a l'avantage avec le différentiel de vitesse. Lando Norris donc, avait tout réussi, même le départ, on pensait qu'il est tombé dans le piège, il l'a réussi. Et puis, il a réussi à remener la course, parce que Sainz avait quand même pris les commandes jusqu'au 12e tour. Il arrive à mener, puis derrière, jusqu'à arriver à 6 tours de la fin, on voyait Hamilton incapable de le dépasser à la régulière. Et finalement, il s'est laissé tromper. Il a voulu rester sur la piste alors que la piste était mouillée, ne pas changer. Très agressif même d'ailleurs. Je ne comprends pas. C'est la pression. C'est la pression. Après, c'est ce qui est difficilement compréhensible. Là, tu vois, Drelex nous dit pour le coup, c'est 100% la faute de Norris qui n'a pas voulu pit alors que McLaren lui disait de s'arrêter. De pute, ça fait un peu. Mais en même temps, tu peux te dire aussi que manque de leadership de la part de McLaren qui doit imposer ses desiderata. Mais oui, mais attends, mais ils ont des sondes météo partout. Ils ont des experts météo. C'est pas le mec avec son casque dans un cockpit qui voit 2 cm devant lui qui doit prendre la décision. Même Hamilton, il dit pas non, je rentre pas quand les mécanos lui disent. Alors Hamilton le dit, mais tout Hamilton qu'il est, au bout de la deuxième fois, Toto Wolff lui dit écoute, on te laisse pas le choix, Coco, tu rentres, tu fais. C'est vrai qu'on a entendu Toto Wolff à un moment donné dans la course. Toto Wolff lui a parlé. Donc c'est sinon on coupe le moteur. Et donc voilà, donc le gros perdant Lando Norris. Est-ce que vous avez regardé la course, les gars? Est-ce que vous êtes régalés devant cette course? On s'est régalé. C'est pas mal. J'étais un peu inquiet parce que notamment suivant les pistonnés, on a beaucoup entendu dire que Sochi c'était quand même pas le plus fou des grands prix, mais de toute façon dès que tu rajoutes un peu de pluie, déjà on l'a vu en qualification le samedi, le dimanche on attendait la pluie, mais je me suis régalé, même avant ça. Petite déception pour des Français qui n'ont pas fait d'excellents résultats, mais le Grand Prix était régal. J'aurais préféré que Norris l'emporte, ça aurait été mérité. Mais encore une fois, on vient de le dire, l'erreur elle est due à lui-même et au manque de leadership aussi de McLaren qui ne peut pas se faire laisser marcher dessus par un gosse de 21, 22 ans. C'est pas possible, c'est une erreur de Norris, mais aussi une erreur globale dans le management. Est-ce que ces Anglais ne veulent pas faire aussi un peu du Hamilton? Mais Hamilton le faisait. Hamilton, c'est Hamilton. Il faut faire attention à ça, tu vois. C'est un autre Anglais aussi. Oui, d'accord. Mais justement, de dire à ton équipe, non, mais moi, je vais la faire parce qu'Hamilton est un peu plus autoritaire, mais. Il faut faire attention à ça. Hamilton, c'est Hamilton. Il y a des mecs quand même dans. Alors peut-être que les infos doivent être claires. Gros, il va pouvoir. Sinon, tu vas perdre. Et effectivement, là. Je sais pas, c'est j'ai l'impression que c'est vraiment. Il y a un pilote qui fait sa course, qui est clairement têtu. Ils le sont tous. J'ai quand même du mal à croire que ce soit tous des mecs dans leur voiture au bout d'un moment. Et qui s'est vu gagner.
Et c'est là la grosse différence entre les. Je dis pas que c'est pas un top champion, non, c'est sûr, il a un potentiel illimité, mais qu'à un moment donné, ton expérience va faire que prends ce conseil-là et vas-y, suis-les plutôt. Lui, il était sûr de pouvoir aller au bout. Et d'ailleurs, avant les 2 derniers tours, on a pratiquement la sensation que ça peut le faire. Au bout d'un moment, on a vu qu'il y avait une moitié de course qui était blanche comme ça et l'autre noire comme le truc. On s'est dit, il va peut-être pas le faire en fait auprès de ce troisième. C'est même un miracle qu'il ne sorte pas. Franchement, on en parlait tout à l'heure en antenne. La course, le gars. C'est un miracle qu'il finisse cette course et même dans les points. Pour revenir à ce que tu disais, le parallèle est excellent parce que Lewis Hamilton est arrivé en star chez McLaren en 2007 et qu'à ce moment-là, on lui permettait cette audace, on lui permettait ce genre de choses parce qu'il est arrivé avec un autre statut, c'était la nouvelle pépite, la nouvelle star, et que Lando Norris, même si c'est la grande sensation de cette saison, il n'arrive pas avec le même statut au sein de la même écurie que McLaren. Après Hamilton, il arrivait peut-être dans une écurie aussi qui était un peu plus performante, même si McLaren revient sur le devant de la scène, et on te laisse peut-être un peu plus de liberté quand tu as une voiture qui peut régulièrement gagner. Alors que là, Norris, en fait, s'il gagnait, c'était un truc de fou pour McLaren. Ils attendent ça. Ricardo a fait podium, mais une victoire, je ne sais pas depuis quand ils attendent ça. Donc, il y a peut-être un peu plus de pression aussi quand tu es dans une équipe qui n'a pas gagné depuis des années et qu'en plus, tu es le. Ricardo a gagné la semaine dernière. Ricardo a gagné la semaine dernière, mais là où tu as raison, c'est, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi, dans le sport, il y a de l'intuition. Quand tu dois prendre une décision comme ça en 5 secondes, parce que c'est comme ça que ça se décide d'appeler une voiture au pit, tu regardes le ciel, tu regardes ton bulletin météo, et c'est là où l'intuition doit faire la différence. Ouais, et c'est là que tu vois une équipe comme Mercedes qui est habituée à gagner, qui est habituée à faire des coups stratégiques, à gérer des masterclass, qui a la bonne info au bon moment et qui la distille à son pilote. Et une équipe qui se noie dans un verre d'eau, c'est le cas de le dire, peut-être par le fait de la pression, le fait de la jeunesse et le fait de différentes choses. Pour le spectacle, en tout cas, pour nous, c'est régalé, le dernier tour avec 50 secondes d'écart et finalement Hamilton lui prend un tour, j'ai trouvé ça fantastique. C'est quand même incroyable. Au tour 39, quand on annonce qu'il va y avoir de la pluie dans 10 tours et que tu comptes qu'il va rester 4-5 sur la flotte, je ne savais pas que Sampaoli bossait chez McLaren aussi. 100% panache. Tout au panache. Bon dimanche. C'est une usine à panache. Panache et panaché aussi. Voilà pour la F1. En tout cas, les amis, je vous rappelle l'émission des Pistonnés qui a retrouvé mercredi dès midi. Et ça va être très très long. Une spéciale Lewis Hamilton avec un invité de qualité. Bref, mercredi midi, First Team Sport. Pour voir tout ça, on change de sport et on reste quand même dans la certaine bourgeoisie, il faut le dire. Dans les sports dangereux aussi. Et dans les sports dangereux, tu as raison. Les sports en fait où le cardio a tendance à s'emballer. Je veux bien sûr parler du golf. Avec toi, mon cher Polo, la Ryder Cup 2021 est américaine. Et ça faisait longtemps. Enfin, ça faisait longtemps. C'est pas que ça faisait longtemps, mais on va dire que déjà, il y a eu la manière, ils ont mis la manière avec une sacrée déculottée infligée à l'Europe. Et si on regarde les 5 sur ces 10 dernières années, les États-Unis n'avaient gagné qu'une seule fois, je crois, le Ryder Cup 2016, si je dis pas de bêtises. L'Europe est quand même assez en forme. Alors, pour expliquer, pour faire un pari à ce que tu dis, la Ryder Cup, avant, c'était les États-Unis contre l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises. Et à force de se faire, je pense que c'était Angleterre, à force de se faire poutrer par les Américains, ils ont dit on va ouvrir ça à l'Europe. Et depuis, bon, c'est quand même à l'avantage des Américains, mais il y a une vraie dynamique ces dernières années pour l'Europe, notamment la dernière en 2018, c'était au Golf National en France, la 42e édition, gagnée par les Européens. Et du coup, Chuberta, magnifique. À Guyancourt, Golf National, Albatros, les connaisseurs de golf. Attends, c'est un pigeon, ça, c'est pas un albatros. Numéro 17, par contre. C'est un pigeon qui va bien. Et du coup, bah, voilà, les Américains avaient à cœur de prendre leur revanche chez eux, 43e Ryder Cup ce week-end, dans un environnement fantastique. Alors, je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle Whistling Straits, c'est dans le Wisconsin, sur les bords du lac Michigan, et il a fait beau. Et voilà, j'ai envoyé quelques photos à Tom pendant toute la durée du Masters, n'importe quoi, de la Ryder Cup. On a eu ce temps-là et on s'est vraiment régalé. En plus de ça, là, c'est le matin. Donc il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Voilà, mais écoute-moi, Robin. Ça, c'était le matin, donc les tribunes sont vides, mais elles se sont vite remplies avec une ferveur américaine incroyable. Plus de 40 000 personnes par jour sur le parcours. On a eu vraiment, en tout cas, une atmosphère incroyable. Et les Américains ont bien rendu ça aux fans puisqu'ils ont fait tout simplement une démonstration. Au bout de 2 jours, on sait que c'est sur 3 jours, hein, vendredi, samedi, dimanche. Au bout de 2 jours, après les 2 jours de duo, ils gagnent déjà 11-5. Dernier jour, les Européens devaient gagner 9 de leurs 12 simples. Finalement, ça termine en 19-9 pour les Américains. C'est le plus gros écart depuis que cette formule existe. C'est assez incroyable, surtout qu'on sait que les Américains, sur les 12 participants, il y a 6 rookies. Ouais. Donc c'est énorme, c'est plus de la moitié de l'équipe. Mais d'un autre côté, sur les 12 participants, les 12 sont classés dans les 21 meilleurs mondiaux, dont 7 des 8 meilleurs mondiaux actuels. Le premier, c'est Jon Rahm, l'Espagnol.
un peu tout seul dans son équipe avec Sergio Garcia. Les deux Espagnols sont les deux à avoir vraiment sorti la tête de l'eau pendant ce tournoi, mais à l'image de Rory McIlroy, qui est un peu la star, en tout cas médiatique, européenne de cette équipe qui a fondu en larmes après son dernier simple dimanche en disant qu'il avait complètement perdu pied. Il a perdu 3 de ses 4 matchs ce week-end. Les trois en double. Il a gagné son simple, mais c'était déjà trop tard. Complètement craqué. Donc c'était une branlée de A à Z par les Américains. Dustin Johnson, vous connaissez le fameux, celui qui sort avec la fille de comment il s'appelle le hockeyeur là. Wayne Gretzky, merci. Le numéro 2 mondial a été extraordinaire. Il a joué tous les jours. Il a gagné ses 5 matchs. Pareil, Bruce Kopka, Bryson DeChambeau, ils ont tous été extraordinaires. L'équipe des États-Unis était extraordinaire. Mais d'un côté, elle a aussi respecté son rang parce que sur le papier, elle était l'équipe la plus forte. Il y avait des Français dans le côté européen ? Pas de Français, donc c'est souvent la question. Moi, j'en parlais avec mes potes qui s'en battaient les couilles du golf, mais j'imposais quand même quand j'étais chez moi parce que je voulais regarder. Moi, j'aime ça, je trouve ça sympa. Je leur disais, mais les gars, est-ce que vous arrivez à vous identifier à une équipe européenne avec beaucoup de noms français. De noms français, non mais je veux dire d'anglais, irlandais, écossais, et puis beaucoup surtout d'espagnol, parce qu'il y a une vraie dynamique espagnole dans le golf, avec les Ballesteros, avec Olazabal, etc. Il n'y a pas de français, il y a rarement de français. Ouais, mais moi je et du coup, ah ouais. Face à une équipe... Naturellement, comme ça. Après, c'est une culture de ce sport aussi, tu vois, non ? Je sais pas, tu vois. Moi, je pense que autant je suis vraiment pas du tout golf, il n'y a pas de Français. Moi, il n'y a pas Tiger Woods côté américain. C'est à Tiger Woods, je pense que je suis pour les Américains. Tu vois, c'est ça. Une personnalité. Et là, il n'y avait pas Tiger Woods parce qu'il était européen. Oui, bon. Il se remet de son accident de voiture, donc voilà, il n'était pas sélectionné. Il n'y avait pas Phil Mickelson qui était vice-capitaine, mais qui est aussi lui le pendant de Tiger Woods, l'un des plus grands golfeurs de cette époque. Et pour le coup, je lis des commentaires passionnés du chat sur le golf, ça me fait rire. Mais pour le coup, il y a des vrais jeunes. Je parlais de Dustin Johnson, Colin Morikawa aussi, l'américain. C'est vraiment des stars en devenir et qui ont assuré, qui sont des énormes bêtes. Et face à ça, l'Europe n'a rien pu faire ce week-end. Mais est-ce que justement, tu disais, il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup de rookies dans cette équipe américaine. On a aussi beaucoup parlé, loué l'état d'esprit retrouvé, la fraîcheur de cette équipe américaine, notamment par rapport à ce qui avait été proposé à Paris il y a 2 ans. Est-ce que c'est pas là la nouvelle force de cette équipe ? Contrairement notamment en 2018 où ils ont dû enchaîner notamment la reconnaissance du parcours du golf national le lendemain d'un tournoi auquel la plupart de l'équipe américaine avait participé. Là, cette année, ils ont eu 3 semaines pour se préparer entre le dernier tournoi PGA et le début de la Ryder Cup. Donc, ils se sont tous retrouvés une semaine avant. Et à ce qui paraît, finalement, c'est plus facile. On en parlera d'ailleurs notamment tout à l'heure de Julien Philippe. Mais ils se sont retrouvés, ils ont créé un vrai bloc équipe. Ce qui, pour le coup, tu as raison, ce qui a beaucoup manqué en 2018, contrairement à une équipe européenne qui, elle, était beaucoup plus solidaire à l'époque. Tu en as parlé en introduction du sujet. Moi, il y a un truc qui m'a régalé. J'avoue que j'ai zappé pour regarder un petit peu la Ryder Cup, voir à quoi ça ressemblait. Ce qui m'a régalé, c'est cette ambiance surchauffée. Moi, je pensais vraiment c'est ça. Moi, je pensais vraiment que le golf, c'était quelque chose, c'est la règle de l'étiquette, le truc, attention. On est pas Roland Garros. Moi, c'est pour Wimbledon. Moi, je pensais plus à ça. C'est pour ça, Manolo, que j'invite vraiment les gens, même s'ils n'aiment pas le golf, à regarder la Ryder Cup parce que c'est une espèce de microcosme dans le monde du golf où là pour le coup tu soutiens vraiment ton pays, tu as vraiment cette rivalité Europe dans laquelle beaucoup de gens peuvent se retrouver face aux États-Unis qui est vraiment forte. La compétition est magnifique, on a les duos au début et le dernier dimanche là où tout doit jouer, c'est des 1 contre 1 à couteau tiré et on le voit bien derrière toi, les Américains étaient complètement déchaînés. En fait, il y a 0 bruit, c'est ça qui est ouf, c'est la différence entre quand le mec va faire son prépare et va faire son swing, et le moment où il tape la balle, l'explosion dans les gradins et autour du parcours sont magnifiques. D'ailleurs, je vous ai mis quelques coups pour terminer là-dessus. Tom, si tu peux envoyer notamment le premier, c'est Jordan Spieth, pareil, l'un des meilleurs Américains au monde, qui envoie vous allez voir l'angle. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est l'angle qu'il va prendre. La balle est là, il a un mur là comme ça. Regardez où il tape. Regardez où la balle monte. Chandelle. C'est sérieux ça. Open under. Et regardez où elle retombe, c'est extraordinaire. Quand on va voir l'angle de coude, regardez où elle est.
C'est assez incroyable. Et avec l'équilibre, il perd de finir le lac Michigan tellement il est déséquilibré vers l'arrière et que c'était vachement abrupt. Le lac Michigan fin septembre, pas cadeau. Ouais, pas cadeau. Même s'il faisait beau, il a l'air de faire... pas voir sa bite. Il avait quand même l'air de faire assez doux. Ils étaient tous en petit gilet. Et voilà. Et un dernier coup aussi, je vous parlais de Bryson DeChambeau. J'ai déjà parlé de lui. C'est un énorme bourrin. Donc c'est le plus gros driver du circuit. Et là, si Tom il nous retrouve la petite vidéo, vous allez voir qu'il envoie une balle DeChambeau, il est français à 417 yards. C'est-à-dire 385 mètres. Donc, si vous n'avez pas trop la référence, on va vous dire que même en golf, c'est assez incroyable. La différence avec la NFL qu'on a vu ce week-end, parce que je trouve que c'est là qu'on se rend compte. La NFL, le terrain, c'est 100 yards. On a vu, si vous aimez bien la NFL, les Baltimore Ravens gagner au buzzer, entre guillemets, grâce à un field goal de Justin Tucker à 66 yards. Et lui, il fait plus de 400 yards. Et lui, il a envoyé, donc c'est sur un par 5. Il faut qu'il bosse pour l'armée, en fait, il ne faut pas qu'il fasse du golf. Sur un par 5, il envoie une balle à 417 yards, donc autant vous dire qu'il est... tu vois, même le caméraman était perdu tellement la balle était loin. Autant vous dire que quand vous faites un coup comme ça vous met bien pour la suite du trou. Faut dire, il envoie des sacrés coups de canon, notre ami. Là, American Sniper, mon bien gainé au moment où il tire, où il frappe la balle. Merci mon Polo pour la Ryder Cup. Malheureusement, on en parlera la prochaine fois que dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est tous les 2 ans. La dernière était en 2018, mais avec le Covid, ça a été décalé. Donc tous les 2 ans, et ça reviendra en Irlande du coup dans 2 ans. D'accord. Du côté de l'Europe, du coup. Un petit mot de football, avec une triste nouvelle pour certains, une bonne nouvelle peut-être pour d'autres, la retraite de Samir Nasri. Non, mais je sais pas. C'est une bonne nouvelle. Ni bonne ni mauvaise. Non, triste nouvelle en fait. Non, ça rend nostalgique. Alors voilà, c'est ça plutôt que je voulais dire. Il y en a certains qui seront nostalgiques, d'autres non. Ah, d'accord. Et on commence avec toi, mon cher Romain. Laurent Blanc, par exemple. Alors, sans doute qu'il le sera un petit peu moins. Je suis de l'autre côté. Alors toi, moi, je suis plus nostalgique. Tu fais partie de ceux forcément déçus, enfin tristes de voir Samir Nasri. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai vu Nasri un peu après Erwan, parce qu'Erwan, il l'a vu à Marseille. Merci de me dire. Putain, c'est un truc de ouf. Il y a un Marseille qui prend sa retraite, on commence avec un mec d'Arsenal. Formé à la commanderie. Calme-toi. Je sais pourquoi. T'as fait l'expert sur Joshua, laisse-le parler. Calme-toi. Samir Nasri, c'est un monstre. Ouais, moi, je l'ai vraiment découvert quand il a signé à Arsenal en 2008, avec Wenger qui tenait absolument à le faire venir. Moi, j'étais déjà fan d'Arsenal et je vois débarquer ce gars-là. Alors à l'époque, c'est pas du tout le seul Français, il est dans une colonie, mais c'est l'un des mecs qui te fait le plus vibrer quand il arrive à Arsenal. Il arrive, un de ses premiers matchs, il claque un doublé contre Manchester United, alors qu'en Angleterre, il n'est pas encore très connu, même si on sait que c'est un mec assez prometteur. Et voilà, il n'a pas fait finalement une si longue période à Arsenal. Il reste, je crois, 3 ans. Regardez, 3 ans, ça peut étonner aussi. Il reste bien plus longtemps à City. C'est ça, en fait. Il part en SIA, il part déjà. Il part dans une période où le club a un peu de mal à garder ses meilleurs joueurs. Il part le même été que Fabregas. Il part juste 1 an avant Van Persie. Donc c'est le moment où les meilleurs joueurs d'Arsenal partent tous vers des clubs qui gagnent plus de trophées, que ce soit en Angleterre ou même ailleurs en Europe. Mais moi, ça restera un des joueurs qui m'a le plus fait vibrer à Arsenal. Notamment, il avait eu la dernière saison, en fait, celle où juste après il part à City. Il roule sur la première ligue, quoi. Il est incroyable et il a notamment une période de 3-4 mois pendant l'hiver où il a un niveau de jeu. Donc c'était il y a 10 ans. Et je ne sais pas si j'ai revu ça pour un joueur d'Arsenal depuis. Même des gars comme Ozil, comme Alexis Sanchez, qui ont eu des niveaux à des moments phénoménaux. Nasri, sur quelques mois, il a eu vraiment des matchs où il était incroyable. Tu te demandes comment il fait les trucs qu'il faisait, quoi. Mais c'est pas ça le regret. C'est qu'il ait été extraordinaire que quelques saisons. C'est un talent extraordinaire, un caractère aussi. Je pense que ça l'a pas spécialement aidé, mais c'est vrai que à Marseille déjà, quand il mais c'est ça qui fait vibrer aussi, non? Que ce soit un peu une grande gueule. Quand il expose très jeune à Marseille, donc aux côtés de Ribéry et tout, il est très jeune et d'entrée tu sens que c'est un joueur supérieur. Il voit des choses, il sent des coups. Il joue 10, il a 18 piges, il est 10 à Marseille. Il sent des coups, il est plutôt adroit devant le but aussi. C'est un super passeur. Je me souviens, en équipe de France, il arrive avec le fameux numéro 10, et il y en a d'autres avant lui qui étaient passés, où on voit, il y a forcément Marseille, numéro 10. Bon, je vous fais... au trophée, voilà. Quand il prend le trophée de l'espoir de la Ligue 1, je crois qu'il le prend 2 années de suite, qui lui remet le trophée? C'est Zidane. Il me semble que c'est Zizou. Hein. Après, Arsenal, tu as raison, il a cette période où, à un moment donné, il est fort, mais à un moment donné, il marche vraiment sur l'eau. Ouais. Je pense sa première année avec City, mine de rien, il est là. Il est titulaire. Il est titulaire le match du titre, et avec Pellegrini, et
Après, c'est avec Guardiola que ça part un peu. Ouais, après, Guardiola, c'est compliqué. Et puis l'après City, c'est là où ça se complique. Les blessures. Il y a les blessures, il y a Séville. Il y a peut-être un peu. Il est suspendu pour dopage aussi. Les gens trouvent pas ça normal. Il dit que ça l'a tué d'ailleurs, ça. Il dit. Ça dépend du sport. T'as pas tort, Flo, t'as pas tort. Mais non, mais voilà, mais par contre, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que c'est vrai que ça lui a coupé complètement la dynamique. En foot, quand t'es pris pour dopage, c'est pas le même impact que dans l'athlé ou dans la tête, tu peux être champion du monde derrière. Donc, ou en cyclisme, tout le monde s'en fout. Le foot, tu comprends pas ce qu'il a. Sako, il a fait sa carrière derrière. Ça l'a séché. Tu vois, ça fait partie, je pense, ça fait partie de ces mecs qui ont, mine de rien, raté leur rendez-vous avec l'équipe de France aussi. Ah bah clairement. Le doigt contre l'Angleterre restera comme un des grands moments. Le doigt et l'insulte, surtout. Donc pour moi, ça fait partie de cette génération-là qui ont raté leur rendez-vous très talentueuse, qui ont raté leur rendez-vous avec l'équipe de France, notamment, qui était dans une période assez triste de l'équipe de France. La fin Domenech, l'après le Laurent Blanc, c'était pas quand même les meilleures des périodes. Mais on gardera de lui quand même de bons souvenirs d'un joueur vraiment talentueux. Moi, j'adorais un débat quand je suis arrivé à Bein, c'était Pastore ou Nasri. Et tout, pour moi, en tout cas, je disais, mais non, pour moi, je préférais Nasri. Pastore, c'est la Madeleine de Proust, mais évidemment que Nasri a d'autres. Tu veux dire parmi les collectionneurs de Ford Mustang, c'est ça? Parce que je sais pas ce qu'ils font tous les deux aujourd'hui. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Nasri, en tout cas, moi, au-delà du joueur incroyable, marquant pour l'OM ou en Première Ligue, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que parmi les 4 fantastiques de la génération 87, eh bien, c'est celui qui a fait la deuxième meilleure carrière. Évidemment, Benzema est toujours au top. Au Real et Régal, on va pas refaire sa carrière. C'est sûr que tu mets pas Jean Jiménez au niveau justement, de Nasri. juste en dessous, on pourrait mettre Samir Nasri. Il a 41 sélections en équipe de France, une vraie carrière de club, quoi qu'on en dise. Et puis derrière, Ben Arfa et Menez, ces 4-là auraient dû être les fers de lance d'une attaque complètement folle de l'équipe de France. Les leaders d'une génération qui aurait pu t'amener jusqu'à l'Euro 2016. C'était un peu ça à l'époque. Et finalement, on se rend compte que les 4 ont clairement des rendez-vous manqués avec l'équipe de France, voire clairement même s'ils ont chacun fait carrière. Mais ce qui était, vous vous rappelez du dernier match, on en parlait tout à l'heure dans le chat, vous vous rappelez du dernier match de Nasri en équipe de France? Il est symbolique. C'est le match aller contre l'Ukraine en barrage de qualification à l'Euro. À la Coupe du Monde 2014. On prend une énorme branlée et que ça nous qualifie. Il est honteux sur ce match aller et Deschamps le sort et il ne reviendra plus jamais en équipe de France. Après, ils tombent aussi dans des. Ils sont mal tombés à des mots. Ils n'ont pas eu les bons comportements, mais ils sont aussi mal tombés. Et on retiendrait qu'ils ont 34 ans et qu'il y en a déjà 3 qui ont une carrière. Ça c'est terrible. Ben Arfa n'a pas officiellement pris ça. Mais Gilbert Jiménez, ça fait 2 ans déjà. Et en fait, il y a 32 ans. Qu'est-ce qu'il et Nasri aussi, à 32 ans, blessure tout le temps et tous, à part Benzema. Jérémy Ménez, aux dernières nouvelles. Il était au PFC, mais ça s'est pas très bien passé. Il n'a pas beaucoup joué, c'était avant le Covid, et il a très vite dégagé. Il me semble qu'il était parti après en Italie, si je dis pas de bêtises, en D2 ou D3. Ouais, si c'est ça, D3. Mais voilà, je crois que c'est. Je suis d'accord avec Erwan quand même sur le délire des comportements et de la période. Je pense que ils ont eu des écarts, que ce soit Ben Arfa et Nasri notamment, mais je pense qu'on leur aurait plus pardonné s'ils les avaient eu aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on leur aurait quand même vite tombé dessus et on les a vite mis sur le côté. C'est la génération. C'est intéressant, est-ce qu'on les... Nasri qui s'embrouille Galas là dans et Nasri sur la plage de Thierry Henry dans le bus. Dans le bus, c'est Nasri. Nasri et Galas étaient déjà en embrouille depuis Arsenal. Il y avait un passage. T'as raison là-dessus, on est très vite tombé sur eux, mais peut-être qu'au préalable, l'erreur de base, c'est qu'on les a très vite enflammés. Ces comparaisons Canal+, Nasri, Zidane, Benzema, Ben Arfa, tout ce qu'on avait fait, c'est comme des mecs qui ont été médiatisés leur mondial très des moins de 17 ans qui a fait qu'on les a tout de suite placés sur un piédestal. En plus, avec Ben Arfa qui était surclassé dans les catégories jeunes dès le début, on a voulu en faire des futurs stars de l'équipe de France. Très tôt. Et ils ont fait des erreurs, c'est sûr. Surtout, je pense, Ben Arfa et Nasri qui ont eu le plus de coachs qui ont dit qu'ils étaient durs à gérer ou des trucs comme ça. Mais ça reste une génération sacrifiée pour moi. Ouais, je pense et j'espère que ça a servi malheureusement pour eux d'exemple pour la suite, parce que ces mecs-là, je me souviens quand ils sont champions d'Europe 87, le pataquès qu'on en fait, comme on les met en avant, et quand ils arrivent en équipe de France, c'est déjà faites-nous gagner, alors que les mecs ils ont 22 ans, 23 ans. Donc je me souviens que leur premier match, c'est Nasri qui fait le passe Zidane en 98, il n'a pas 22 ou 23 ans, mais on était gourmands, on les envoyait au feu, et ils étaient. Et je pense que ça leur a fait du tort. Après, ça restait des mecs talentueux. Je rejoins Nasri derrière. Alors Benzema est loin devant, évidemment, le chat, vous avez raison. Mais Nasri fait quand même une très belle carrière à
international. La fin, mais la fin, et on en parle beaucoup en basket aussi, et en foot. Comment tu finis? La fin, c'est jamais simple. Il a dit d'ailleurs, il a annoncé que dans le JDD, qu'il n'a pas eu de nouveau challenge et que revenir en France, ça aurait été qu'à Marseille, c'était pas possible. Et puis je pense que vu l'état physique dans lequel on le voit maintenant, commenter les matchs, être consultant chez Canal, je pense que ça fait au moins 6 mois qu'il savait qu'il allait arrêter. Hein. Dommage qu'il n'ait pas joué à Lyon quand même. Nous, ça faisait 2-3 ans qu'on savait qu'il allait parvenir. Non, à Séville, c'était pas mal avant qu'il ait un Si, à Séville, avant qu'il se blesse, c'était pas mal. Anderlecht, West Ham, c'est sûr que les deux, c'était. Moi, je l'ai pas vu à Anderlecht, mais à West Ham, on voyait. Je regarde le match de Jupiler. Non, mais j'avoue qu'à West Ham, je suivais, tu vois. Je voulais voir Nasri revenir à un bon niveau, et tu vois que ça le faisait pas, quoi. Il joue très peu de matchs, alors que je crois qu'à l'époque, en plus, il y avait déjà Pellegrini sur la fin. C'est pour ça aussi qu'il va là-bas. Donc un coach qu'il connaît, qu'il aime bien, qui lui fait confiance, et pourtant ça marche pas. Tu te dis que si ça marche pas dans ces conditions-là, ça marchera plus jamais. Mais ça reste Nasri, pour moi, même s'il est à la retraite maintenant, ça reste un des mecs les plus intéressants que je trouve à écouter quand il raconte ses anecdotes, quand il te raconte des histoires. Déjà, il a des bonnes histoires à raconter. Il pue le foot, ce et en mec, plus, comment il te les raconte. Moi, je trouve qu'il est tout le temps passionnant. Et je me rappelle du docu qu'il y avait eu notamment sur la chaîne L'Équipe sur Nasri, où il racontait, il évitait aucun sujet. Il disait un peu toutes les polémiques, il revenait un peu sur toutes les polémiques qu'il avait pu avoir dans sa carrière. T'es pas obligé de le croire, notamment sur l'histoire de dopage, comme dit Polo. Mais en tout cas, il est très très intéressant à écouter. Oui, il est intéressant. Et sur le jeu aussi, il avait beaucoup parlé de Sampaoli et il nous avait fait notamment découvrir ce garçon. Vous connaissez la plus belle victoire de Samir Nasri? Non. Tatiana Golovin. Elle est horrible, mais voilà. On n'est pas qu'un personnage of both ici. Vraiment pas de bon goût. C'est pas ta meilleure. Et l'histoire, elle est pas si. Non, c'est vrai que t'as raison. Elle est pas si jolie que ça. Ça se finit très 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 mal, bien évidemment. Samir Nasri qui prend sa retraite, mais le football qui nous a enthousiasmé, mon cher Tom, qui t'a enthousiasmé hier. Et quand je parle de football, je parle surtout de Ligue 1. Là. Ouais, c'est vrai. Mais on n'a plus l'habitude depuis ces dernières années de dire que la Ligue 1 nous régale. La Ligue 1 nous régale depuis ce début de saison. Et hier soir, en prime time sur Prime Vidéo, ça s'invente pas. Eh bien, on a eu la chance de voir un super match encore une fois. Et j'ai eu, en ce début de match, moi en tant que Parisien, ce goût de l'OM qui rate ses débuts de match, comme à la grande époque de Rudy Garcia, où dès qu'il y avait un match sur Canal le dimanche soir, il y avait 2-0 à la 14e minute. Et ça me régalait. Les buts en clair. Je pense encore que c'était à 21h, je mets avec 12-13 minutes de retard et je vois que l'OM était déjà mené 1-0. Mais c'est vraiment moyen personnel. L'époque des buts en clair, c'était incroyable. Et pendant 3 mois, là, on regardait un match de l'OM qui avait déjà un but en clair. T'avais les buts gratos. C'est fantastique. C'est la blague. Honnêtement, hier, on a vu un super match. 2 très bonnes équipes qui se livrent. On sait combien l'OM de Sampaoli est une équipe qui aime déséquilibrer le jeu et donc pour le plus grand plaisir de tous les supporters, qu'ils soient marseillais ou ceux qui aiment le foot. Et puis on sait qu'en face, Franck Hayes, donc le coach de Lens, est peut-être aujourd'hui l'entraîneur avec les moyens qu'il a qui fait le mieux jouer son équipe, qui a des idées, et ainsi de suite. Et donc hier, on a vu un super match de foot, beaucoup de buts, donc 3-2 à la fin, beaucoup d'occasions. En fait, tu sais, souvent on dit ça finit comme un match de coupe. Là, c'était un match de coupe pendant 90 minutes. C'était déséquilibre, action, des rebondissements, Payet clairement qui éclabousse de son talent cette fin de première mi-temps. Je me suis régalé et puis c'est aussi dans ces équipes-là que, je ne veux pas dire que j'ai découvert des mecs, mais que dans ces matchs-là, dans ces gros matchs, on découvre des mecs. Fofana hier, il est fantastique. Fofana, c'est incroyable. Il est fantastique. Donc tu as des mecs qui sont peut-être amenés à jouer à meilleur niveau encore en Ligue 1, mais voilà, je voulais juste te dire avant que Tom vienne faire l'autre de la Ligue 1 qu'hier on a encore vécu une superbe soirée. On s'est régalé, on en parlait ce matin là, de ce match-là, il y avait la sensation que les deux équipes avaient l'intention de se dire de toute façon, je m'en fiche, j'en prends un, mais j'en mettrai un de plus. Ouais, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un coach qui à un moment donné qui a coaché pendant le match. Qui a dit ok, ça marche, ça marche moins, on va réajuster, et il a complètement gagné la bataille du milieu de terrain. Et à mon avis, contre ce l'OM de Sampaoli, quand tu gagnes la bataille du milieu de terrain, après derrière, c'est quand même, tu te facilites la vie. J'ai l'impression que Franck Hayes a gagné clairement la bataille tactique, où Sampaoli, lui, est resté sur sa tactique de base, d'aller de l'avant, malgré les déséquilibres. Et c'est vrai que l'OM déséquilibre beaucoup ses adversaires depuis le début de la saison. Hier soir, j'ai quand même l'impression qu'ils se sont déséquilibrés tout seuls. Et il est grand temps que Milik revienne, qu'on ait un vrai attaquant. Hier, tu joues au foot, il se passe plein de choses, tu marques sur penalty, tu marques sur coup franc. Dans le jeu, on n'arrive pas à marquer, alors par une forme de maladresse, mais par aussi on a du mal à créer des vrais décalages et se mettre des occasions de but dans le jeu. C'est ce que j'ai senti hier soir. Maintenant, les gens, ils ont compris comment l'OM fonctionnait. Il y a aussi une forme
Ils font de la vidéo, les gens sont pas fous. Et hier, on s'est fait baiser tactiquement, mais c'était. Et t'aurais quand même pu gagner le match. Voilà, et j'aurais quand même. C'est ça qui est fou. Et honnêtement, hier, je regarde le match, donc je suis très déçu que l'OM perde évidemment, mais j'ai vu un super match et je suis content que des mecs, que des promus il y a encore 2 ans arrivent, jouent au ballon comme ça en venant à Marseille. C'est bon pour tout le championnat de France. Tout à fait. Et tu sais, tu parlais du petit Diop, c'est ça tout à l'heure. Fofana, pardon, excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'avais le monégasque en tête. Il y a Sotoka, moi que j'avais vu jouer en national à Grenoble, qui est un mec qui n'ira pas. Je pense pas qu'il aille dans un plus gros club en Ligue 1, mais d'une intelligence. Il a pesé sur le match. J'ai trouvé vraiment ce gars-là vraiment top. Un peu un équivalent d'Olivier Giroud, je trouve, dans sa générosité, dans le profil et dans ce qu'il peut apporter. En même temps, Erwan, tu peux pas te satisfaire de ce que propose l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison et leur reprocher de perdre le match d'hier. Non, mais pour moi, la défaite d'hier, c'est un mal pour un bien. Tu perds. Mais quelque part, à un moment donné, c'est aussi se dire, il va peut-être falloir rectifier certaines choses. Ça faisait 3 matchs que t'avais pas pris de but aussi. Hein. C'est vrai. Mais hier, il me semble quand même que les 3 derrière, j'aime bien Saliba, pour moi derrière, Balerdi, vraiment, moi je le déteste, mais truc. Comment il s'appelle le Brésilien là Jason, non. Thiago Silva. Non, bref. Gerson. Gerson, tu parles De la Fuente. Non, c'est pas un Brésilien. C'est Gerson. le Brésilien défenseur à 3 derrière. Ah oui, Luan Pérez. Pérez. C'est bien pour sa relance propre et tout, mais à un moment donné, t'es quand même défenseur de base. Donc sur le but du Polonais, tu peux éviter de faire un ventriglisse, de te livrer comme ça. Bref, je pense que cette défaite, mine de rien, c'est vrai que l'OM était un petit peu sur un nuage, même en Europa League. Tu reviens avec un match nul, alors que tu domines tout du long. Il n'empêche que là, perdre à domicile, ça va te remettre un petit peu l'idée en place. Et je pense qu'il va falloir que, mais on est qu'en début de saison, que Sampaoli trouve quand même dans les moments faibles, qu'il y ait un peu plus d'équilibre. Hier, on peut ça T'as peut une pas. demi-heure de moments Hier, ça peut pas. Hier, ça peut pas le Bayern en face. Hier, ça peut pas être l'autoroute du soleil comme ça avec des grands allers-retours. Et sans péage. Voilà. Après, il y a une vérité, c'est que l'OM va pas jouer Lens toutes les semaines et tu vas pas jouer une équipe qui est aussi bien organisée, qui a un aussi bon coach et qui va autant de l'avant. Tu vas aussi jouer beaucoup d'équipes qui vont être moins bonnes que Lens et tu vas t'en sortir. Sampaoli a quand même poussé pour avoir un effectif profond qu'il a, pour jouer aussi l'Europa League. Il a pas tout ce qu'il voulait. Ouais, putain, merde, d'accord, mais pour jouer l'Europa League, moi je pense que oui, tu joues pas Lens, mais il y a beaucoup d'équipes, et Tom va nous en parler, qui jouent bien au foot aussi. Je reste persuadé qu'il y a des soirs où tu seras peut-être moins inspiré, et quand tu subis, il faut savoir à un moment donné savoir subir. J'ai l'impression que Marseille a du mal à savoir subir. Ouais, mais Après, Lens, c'est le une de équipe... Metz de cette semaine, c'était un peu cet exemple-là, non? À Angers. À Angers, pardon, ouais. Oui, c'était contre Paris-Metz. Ouais. Cette semaine où il y a 0-0, tu perds pas le match. Et tu dois le gagner, par contre. Mais tu as un exemple déjà de match où tu prends pas de but. Je suis pas rassuré. C'est pas la même équipe. Je suis vraiment pas rassuré défensivement. Ça se projette. Alors c'est archi excitant. Maintenant, il y a quand même une réalité mathématique. Je pense que cette année, l'OM, maintenant qu'il y a quelques journées qui sont passées, je pense que l'OM doit viser les 3 premières places et une place en Ligue des Champions. Bon, ça, il faut l'avoir en tête aussi. On n'est pas juste là, non plus, c'est pas une fête foraine, quoi. Il y a une bonne réaction, c'est ATM38 qui nous dit ça va, c'est la première défaite de l'OM cette saison, sachant qu'ils ont enchaîné 4 matchs en 15 jours. Ça peut aussi moi, je ne tire pas de sonnette d'alarme. Je dis que de chaque défaite, c'est ta première défaite du championnat, tu dois peut-être te dire, bon là, hier, à un moment donné, et c'est vrai qu'un Guendouzi, nous, on ne comprend pas toujours ce qu'ils font tactiquement. Lui, qui compense toujours. Rongier, hier, qu'on met carrément latéral sur les positions défensives. Bon, voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses à penser. Voilà, c'est tout. On rigolait ce matin, c'était Tom qui regardait la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille et de Sampaoli. Ça ressemble plus à rien dans l'équipe. L'espèce de carré vert avec des mecs complètement décalés à droite, des milieux relayeurs qui jouent presque en numéro 10. C'est un football, en tout cas, très cérébral. On referme la page des news, mais on reste bien sûr sur ce coup de cœur pour la Ligue 1. C'est l'heure du mot de Tom. Il est là, l'enfant prodigue de la First Team, le grand espoir du journalisme français. 8 jours. Je l'ai pas écrit ça. 8 jours sont passés et Tom n'a toujours pas compris la décision de Monsieur Turpin sur le pénalty accordé au PSG contre l'OL. Mais il est quand même là. Merci beaucoup pour le mot Tom. Vous l'avez compris. Comme je n'avais pas compris la décision de mon père de quitter le domicile familial, sauf qu'à la grande différence de Monsieur Turpin, mon père lui était revenu sur sa décision. Peut-être parce que sa maîtresse était tirée. Bref, salut Manu, salut les gars. Dans ces temps de septembre et des premières pluies, de jours qui s'écourtent et des campagnes politiques qui s'ajoutent, j'avais pas envie de parler de négatif. Non, aujourd'hui, en ces temps de vendange dans le Beaujolais, j'avais envie de mettre en avant la très belle cuvée 2021 de notre Ligue 1. Depuis le début de saison, les pelouses de notre championnat sont la scène d'un spectacle plus excitant. On y voit du jeu, du talent, du déséquilibre et cette envie d'aller de l'avant. On y voit des beaux scores, des 5-0, des 3-2, même des 0-0 positifs. Une pensée pour Freddie Mercury. 32, c'est pas le nombre de fois que Éric Zemmour a placé
le mot musulman, débat jeudi dernier, mais bien le nombre de buts de la 7e journée de Ligue 1. Preuve d'un championnat qui va bien. Et moi, je prends du plaisir à regarder des matchs, pas tous hein, quand même. Après, c'est comme au ciné, t'as des affiches, et puis t'as des daubes. Bon, par exemple, tous les matchs de Saint-Etienne, c'est Danny Boone en premier rôle. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, je n'avais pas envie de parler de négatif. Bon, qu'est-ce qui a changé, Tom, dans notre beau championnat? Qu'est-ce qui fait que ça soit plus excitant pour toi? Déjà, mon Manu, tu peux voir les matchs. Et ça, c'est con, hein, mais l'année dernière, avec les génies, le Média Pro, tu te retrouvais à regarder un match sur 2 sur un stream russe. En plus, moi, j'ai une connexion cata, donc autant dire que vu la qualité de l'image, tu pouvais me glisser un Lyon-Lille de 2002, je voyais pas la différence. Mais bon, Amazon fait le taf cette saison, et même si Thierry Henry prend pour Socrate hein, à chaque intervention, alors que dans le texte, on est plus proche de Pancrate, on a au moins une plateforme qui marche sans souci. T'as pas parlé d'une chose, c'est quand même il y a l'arrivée des nouveaux joueurs. Ouais, évidemment, rajoute de la truffe dans tes raviolis, et tu verras que tu passeras un meilleur moment. Rajoute Messi au championnat de France, c'est pareil, hein, même si c'est vrai que pour le moment, on ne l'a vu que 2 fois. Bon, tu me diras, c'est pas pire que Sergio Ramos. Je mets une pièce hein, sur le fait qu'on revoit Dupont de Ligonnès avant lui. mais voilà, Messi, Ramos, Boateng, Shaqiri, mine de rien, c'est des beaux noms pour notre championnat. Et en plus d'apporter de la qualité sur le terrain, ça donne un vrai coup de projecteur sur la Ligue. Au final, moi, ça me rend heureux hein, de voir cette Ligue 1 attrayante, elle qu'on a si souvent décriée ces dernières années. Moi, le premier, hein, semble retrouver ses jambes d'il y a 20 ans. Et si tout n'est pas encore parfait, qu'elle garde toujours des séquelles de coach peu inspiré, elle semble vouloir changer pour ressembler à ses sœurs anglaises ou allemandes, bien plus attirantes. Alors peut-être que je me trompe, que ce n'est qu'un épiphénomène, un début de saison en trompe-l'œil, mais pas grave. En ces temps de septembre où tout a l'air plus gris, la Ligue 1, elle, a retrouvé des couleurs. Elle me rend rouge de joie quand mon équipe marque et je broie du noir quand elle perd. Je suis vert quand l'arbitrage est injuste et qu'il me laisse comme un bleu. Je peux même être blanc, livide si la VAR se mêle au jeu. Oui, devant la Ligue 1, moi aussi, je reprends des couleurs, la couleur des sentiments et des dimanches sur le divan. Bravo. Et attends, moi, ce que j'adore avec ce mec-là, c'est qu'il peut te sortir une saucisse au bout de 30 secondes où tu te dis, ça y est, c'est notre travail à tous qui va en pâtir, et à la fin, une envolée lyrique, une beauté que nous aurions tous aimé écrire autour de ce plateau. Bravo, mon cher ami. En écrivant comme ça, tu mérites pas ce qui t'est arrivé samedi soir. Et pas de la barre. Du coup, en vrai, vous êtes encore fait niquer là ce week-end? Samedi soir, ouais. Ah, pardon. Sur le but de Paqueta Non, pas Paqueta, ça c'est le hors-jeu. Il y a hors-jeu sur le carton rouge et tout. Jean-Mimi a encore. Le carton rouge, il est un peu sévère, je trouve. Il arrive vite. En fait, ce qui est dur, c'est qu'il y a un autre défenseur. On ne sait pas qui est le dernier vraiment. Ok, d'accord. Donc c'est l'arbitre, à cause de l'arbitre que vous faites. Non, c'est parce qu'Emerson est un peu bête aussi. Pour moi, il y a rouge tous les jours, mais attention, mais toi, dès que Marseille ou Lyon, si c'est rouge rapport. Bah oui. Arrête. Merci Tom, en tout cas. Les présidents qui parlent. Je te rappelle que demain on fait une viewing PSG City. Je vais pas te rater. Et je te rappelle qu'on va la faire avec lui là-bas, qu'il a prévu de venir avec un maillot de Manchester City. Non, le training. Merci beaucoup Tom, c'était royal. Génial, magnifique, c'était une régalade et bien sûr à consommer sans modération en replay. L'écouter une fois c'est bien, 2 c'est toujours mieux, bien évidemment. Allez, on attaque tout de suite à la perf de la semaine. C'est l'heure de mettre en valeur un grand champion français, Alain Philippe, mais surtout deux chroniqueurs absolument exceptionnels. On va parler bien sûr de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, pas Julien Alain Philippe, celui-ci n'existe pas. Tu sais pourquoi je dis Alain Philippe? Vous vous souvenez de l'époque à BeIN, c'est Gaëtan Huard qui fait une interview, et il y a Joshua Guilavogui. Ouais. Qui joue à Saint-Étienne. Il vient le voir, il lui fait alors Guy, le mec est consultant. Guy fait alors Guy, ça a été compliqué cette première mi-temps, et l'autre il répond. C'est pour ça que j'attends dire Alain Philippe. Alors Alain, un doublé fantastique. Oh putain. On salue Gaëtan Huard. Comment reprendre derrière tout ça? On a vécu quand même ce week-end, malgré cette bonne blague, on a quand même vécu ce week-end un exploit français assez inédit, un exploit inédit en tout cas dans le cyclisme, le back-to-back de Julien Alaphilippe, bien sûr, du côté de Louvain. Alors on s'attendait à un match France-Belgique, les gars, puisque les deux nations ont même été à l'origine, on va dire, de toutes les manœuvres un petit peu tactiques pendant cette course. Et puis à 17 km de l'arrivée, Alaphilippe fait sauter le verrou, c'est comme ça qu'on dit en cyclisme. Ça marche. Et derrière, le grand favori Van Aert ne peut pas réagir à ce moment-là et il file vers ce deuxième titre. Racontez-nous un peu cette course déjà, les gars.
C'est pas le premier moment, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Paul, où on a compris que Van Aert n'était pas forcément au top. Van Aert, c'était comme tu as dit, c'était le favori numéro 1, il était à domicile, c'était un parcours qui était fait pour lui. Devant les Belges, survolté. Vraiment une ambiance de fou. Ouais. Et il n'y avait pas de public depuis un moment en Belgique, et là, sur une course, c'est comme s'ils avaient rattrapé toutes les courses où ils n'ont pas pu aller depuis quasi 2 ans. Et en plus, donc, Van Aert avait la meilleure forme, on peut dire, sur les dernières semaines. Il avait écrasé notamment le Tour de Grande-Bretagne. Il avait mis une petite leçon à Alaphilippe sur un terrain où Alaphilippe devait gagner. Donc si tu prenais un peu tous les éléments, c'était Van Aert qui sortait en numéro 1. Après, il y avait le côté aussi de savoir gérer la pression. Je ne sais pas si c'est ça qui a pêché pour Van Aert, mais on a vu dans les 50 derniers bornes où Alaphilippe a commencé à accélérer. Sur la première attaque, c'est à 58 km qu'Alaphilippe bouge pour la première fois. C'est un malade mental. Van Aert suit, mais dès la deuxième, si je ne dis pas de bêtises, Van Aert n'est plus dans la roue. Alors soit il peut pas, soit il veut pas. Peut-être qu'il n'a pas envie de se découvrir si loin. Mais Alaphilippe, lui, il prend les choses en main et on voit quand même que Van Aert n'est pas au top du top parce que s'il l'est, il suit Alaphilippe. Potentiellement derrière, il met un contre et il le fait pas. Non mais c'est ça. Au-delà de la contre-perf de Van Aert, qui l'a dit. De toute façon, il n'avait pas ses jambes, notamment les jambes du Tour de Grande-Bretagne qu'il avait il y a encore 2 semaines. C'est la perf extraordinaire de Julien Alaphilippe qu'il faut mettre en avant. C'est pas avant cette attaque aux 17 km dont tu parles, Manolo. C'est 5 attaques qui met 5 attaques et demie même que j'ai compté. À la base, il attaque tellement, il en fait tellement qu'on dit qu'il travaille pour son coéquipier, que ce soit en équipe de France et aussi dans la vie chez Quick-Step, Florian Sénéchal, qui a une bonne pointe de vitesse au sprint et qui du coup Alaphilippe attaque pour forcer les autres équipes à travailler et se fatiguer. En prévision d'un sprint où du coup Sénéchal aura peut-être des chances de gagner. Et à ce moment-là, même moi je me dis ça, je me dis que là, la manière de courir d'Alaphilippe, qui attaque à tout va, qui est complètement déchaîné, il fait le rôle de coéquipier. Mais en fait, quand tu le vois sa jambe et quand tu le vois démarrer à 17 km de l'arrivée, et que personne ne le suit, Brandon McNulty, le joueur du PSG derrière lui, c'est le maillot du Team USA pour les... McNulty. C'est clairement maillot C'est dans The Wire, McNulty aussi. Il y a McNulty dans Super Grave, mais... Non, McNulty, c'est dans The Wire. Seuls les vrais experts qui regardent les vraies séries savent. The Wire, pas que c'est bien, mais que ça a mal vieilli. Mais ce sera des Prison Break. Ça me fait un faux procès. Bref, du coup, Alaphilippe est déchaîné. Il attaque une fois à 58 km de l'arrivée, une deuxième fois quelques kilomètres plus loin. Il en remet 3 autour de la vingtaine de kilomètres restantes. Et puis cette attaque stratosphérique à 17 bandes de l'arrivée. C'est les Italiens qui font le tempo. McNulty, c'est pas Oulès. C'est Paulès, c'est pas... Pardon. Sinon la vanne ne marchait pas. Donc... C'est comme la couette, c'est meilleur sur la peau. Nelson Paulès. Et là, pour le coup, les Italiens font le tempo. On se dit que Colbrelli, qui tient une forme exceptionnelle, champion d'Europe 2 semaines avant, va l'accrocher. On se dit que Wout van Aert, qui est l'épouvantail favori, va l'accrocher. Ni l'un ni l'autre ne peuvent y aller. Et là, on se rappelle de ce qui s'est passé à Imola l'an passé, avec un Alaphilippe qui démarre à 15 km de l'arrivée et qui a les meilleurs du monde au cul pendant les 15 derniers bandes. Donc 15 km en apnée. On s'est régalé, on a eu peur. On a vibré, mais au final, il est allé au bout, donc c'est assez fabuleux. Justement, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à dire sur la tactique? Tu l'as dit, vous êtes des passionnés de vélo, vous suivez ça et vous nous le contez si bien dans cette si belle émission qui est bien sûr... Roue libre. Merci beaucoup. C'est bien évidemment joué. On dirait quand tu parles avec une meuf, tu oublies son prénom. Géraldine... Je suis très content qu'on se voit enfin. Vraiment, ça vient... Non mais vous l'avez dit, vous avez été assez étonné justement par ce harcèlement, ce travail de sape, en tout cas de la part de Alaphilippe. C'était pas tout à fait ce que voulait Thomas Voeckler, le sélectionneur de cette équipe de France. Sur la fin, non, mais sur le début, pendant disons 150 bornes, enfin même plus. Même plus, à partir des 200 dernières bornes. En fait, le plan de Voeckler, et c'était très très osé, alors qu'on a les images d'Alaphilippe derrière sur Manu, honnêtement, les bosses qu'il y a là, elles sont pas assez dures pour Julien. C'est pas assez raide, c'est pas assez long. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière à Imola où il y avait vraiment des pourcentages élevés. Donc franchement, moi, quand il reste 20-25 km, je me dis, bon, bah là, on est dans une situation où finalement tu te retrouves dans un groupe de 15. C'est idéal pour lui. Mais je vois pas comment les Français vont réussir à gagner. Ah oui, ça, d'accord. C'est carrément l'inverse. C'était pas assez dur pour Alaphilippe et au sprint face à des Van Aert, pas assez long, pas assez pentu. C'est quand on est pas assez dur, il faut qu'il puisse faire la différence. Qu'est-ce qu'a fait, je vous en ai parlé avant l'émission, sur la manière, on a l'impression que la tactique était bonne jusqu'à un certain moment, mais qu'au final, Alaphilippe, il a fait ce que vous lui reprochez. Moi, je vous suis depuis le début de Roue Libre, hein. C'est l'émission d'ailleurs. Et des fois, vous lui reprochez la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que c'est un puncher. Des fois, il part un peu à contre-tempo, faut pas y aller. Mais lui, en fait, il a ce truc-là. Alors des fois, il va se casser les dents, mais on a l'impression que la plupart du temps,
il y va parce qu'il y croit et il a ses propres calculs, même si son staff et ses équipes n'ont pas les mêmes, et il va au bout. Et je vois son coéquipier de l'équipe de France, j'ai pas le blase, vous me pardonnerez. Dis-moi. Tu vas le voir qu'il fait, à la fin de l'interview sur François, il fait « Oh, mais t'es un fou ». L'air de lui dire on a fait la tactique, ça marchait bien. Et à un moment donné, tu l'as fait toi parce que je sais même pas ce que tu as fait. Et aussi lui a dit la même chose dans l'interview. Il lui a dit l'instinct. En fait, à un moment, Alaphilippe va à la voiture et c'était filmé, c'était incroyable la scène. Il demande en fait à Vauclair qu'est-ce qu'on fait là. Il n'a pas le droit d'y aller normalement. Et normalement, tu n'as pas le droit de donner des consignes. Il a pris 1 minute de pénalité, donc deuxième. Non, mais 500 € d'amende. Combien 500 € d'amende. Bon, ça va, il devrait s'en sortir. Il s'en foutait. Après, le cyclisme, c'est un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent. En scooter, j'ai pris plus cher. Et en fait, ils étaient un peu dans une impasse parce que aussi bonne soit la tactique de Vauclair, tu te retrouves à la fin dans un groupe, t'as pas réussi à les lâcher, c'est pas de ta faute, mais t'as des mecs qui vont plus vite et qui sont censés être plus forts pour plus adaptés à ce final, en tout cas à ces 20 derniers bornes. Et Alaphilippe, il va à l'instinct contre les consignes de Vauclair. Vauclair lui dit t'attends une attaque, tu contres. Au lieu de contrer, il y va lui-même, il y va 3 fois de suite. Et 2 Vauclair, il a halluciné dans sa voiture. Ouais, Il a tué vraiment, mais vraiment. L'émission, on parlait de boxe, c'est exactement ce qu'Anthony Joshua n'a pas fait. Exactement. Supplément d'âme, vas-y, le game plan c'est ça, vas-y, je le sens. Mais vaut mieux gagner dans ces cas-là. Et puis il y a un truc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que quand Alaphilippe attaque, notamment les premières fois, il voit qu'il met dans le rouge tout le monde, il voit que certains ne suivent pas, je pense notamment à Pogacar sur les premières. Après, on voit que Wout van Aert n'y va pas, que Colbrelli y va. Il va sur la deuxième, il va pas sur la troisième. Il voit qu'il leur fait mal. Et je pense que c'est ce supplément d'âme-là, il le fait parce qu'il sent qu'aujourd'hui c'est le plus fort et ça s'est prouvé. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est pas pour abaisser la victoire de Julien-Philippe, c'est que des Colbrelli et des Van Aert qui dominent absolument toutes les courses auxquelles ils participent depuis ces 2 derniers mois, depuis la fin de la Vuelta, étaient peut-être pas à leur meilleur niveau aussi ce jour-là. Et on peut revenir d'ailleurs justement à la stratégie de la Belgique. Je sais pas si c'était une de tes relances. Je propose, on va parler de la Belgique, on va parler de l'ambiance, on va parler de tout ça. Je voulais juste vous relancer avec cette question. L'année dernière, lors du premier titre d'Alaphilippe, l'équipe avait dit c'est la plus grande victoire du cyclisme français du 21e siècle. Maintenant qu'il l'a refait, ce back-to-back, en plus avec les conditions, avec la sensation qu'il donne, avec l'impression qu'il a laissée, où est-ce que vous le placez? Est-ce que c'est le plus grand exploit du cyclisme français? Et même, on va aller plus loin, dans le sport français en général, est-ce qu'on a assisté à un fait véritablement historique hier? Ouais, c'est historique. Je pense qu'on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Et le problème avec le cyclisme, c'est que, surtout en France, c'est que tu as le prisme du Tour de France. Un truc dans lequel Alaphilippe... m'a baisé ma question. Pose-la moi, du coup. C'est que le public, justement, tant que tu fais pas un truc sur le Tour de France, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se rendre compte des exploits des Français. Le grand public, tu veux dire. Bon, là, il y a la une de l'équipe quand même. C'est championnat du monde en plus. Ce qui est terriblement injuste pour Alaphilippe. Tu vois, avec l'arc-en-ciel. Mais j'ai l'impression qu'un mec qui va faire une semaine de Tour de France en jaune, la première semaine, parce que sinon après, on sait très bien que c'est plus compliqué, mais un mec qui va gagner une grande classique ou faire 2 fois champion du monde, sera moins d'impact, alors que finalement, dans le calendrier, c'est aussi la réalisation d'une carrière, c'est immense. Alors qu'on parle d'un mec qui a 3 jours de gagner le Tour de France, qui a 5 ou 6 étapes, le chat me le dira, 6 étapes sur le Tour de France, et qui en a encore gagné une cette année, qu'on a gagné 2 l'année d'avant. Mais c'est quand même ses victoires et ce qu'il a fait sur le Tour lui a donné quand même sa popularité. S'il est juste double champion du monde, il n'a pas la même notoriété, la même popularité et le même amour du public français que s'il fait notamment ses 14 jours en jaune sur le Tour 2019. Il court dans une équipe belge aussi, une équipe gargantuesque dans les résultats. Donc on sait notamment en France qu'on préfère quand c'est plutôt le petit qui gagne face au gros. Lui fait partie des gros. Donc il y a aussi un peu de ça qui joue. Donc pour répondre à ta question Manu, dans l'histoire du cyclisme, je pense que c'est... personne ne l'a fait, aucun Français l'a fait. Ils sont 6 à l'avoir fait dans l'histoire. Et dans l'histoire récente, il y a quoi? Il y a Sagan, Bettini... Au XXIe siècle, avec ces deux-là. Ouais. Et c'est un exploit monumental. Après, il y a ce problème du Tour de France et de la valeur qu'on va donner à ces championnats du monde avec ce prisme du Tour de France que les Français ont. Le jour où un Français gagnera le Tour de France, ce sera sûrement un exploit encore plus grand parce que ça fait bientôt 40 ans qu'on attend ça, mais on n'y est pas encore. Et pour l'instant, c'est un exploit tellement monstrueux. Pour moi, c'est même encore plus beau que l'année dernière à Imola. Parce ça, c'est la vraie question. À Imola, il est attendu quand même. Alors, il y a le fait qu'il met fin à une disette de 24 ans, mais cette année, pour moi, il n'est pas attendu. Et il le dit dans les interviews toute la semaine qui arrive, toute la semaine d'avant les mondiaux. Il n'est pas favori. Je vais perdre le maillot, voilà, j'ai passé une super année. Il est dans l'état d'esprit de faire le bilan. Il dit voilà, je vais remettre mon titre en jeu, mais dans sa tête, t'as pas l'impression qu'il va le regagner. Et il le dit à l'arrivée, il dit franchement, je croyais pas que j'allais gagner la course. Moi, j'attaque pour faire un peu de travail pour Sénéchal, quoi. Il pensait pas qu'il pouvait gagner. Et finalement, il se retrouve à faire les 17 derniers kilomètres
dans des conditions vraiment, c'est une situation qui est aberrante. Il est déjà mort en fait. Quand il sort. Il est à l'interview de fin, il n'arrive pas à enchaîner les mots, il est cramé. Ah oui, et quand il attaque. Et le journaliste est vois, encore bon, comme souvent, hein, sur France 3, on lui pose comme des questions, alors que l'autre il a bout de souffle. C'est 2 minutes. Le journaliste pose des questions, il vient célébrer avec Vauclair, avec Osnefroy, c'est un peu relou. Mais il y a plusieurs fois sur le vélo, tu le vois, et sur les 2 dernières attaques, il se retrouve tout seul. À un moment, il se retrouve repris, il est dans un groupe de 4-5, et sur la dernière, quand il est tout seul, il y a un virage, il a genre 3 secondes pour se reposer un peu, et sur le vélo, il fait et tu te dis putain, mais il est dans quelles conditions physiques en fait là? Il va tomber du vélo quoi. Et vous placez par où par rapport aux autres coureurs français dans l'histoire maintenant? Parce que visiblement c'était un exploit historique, c'est un Français. Bon, j'imagine que Bernard Hinault est le 1, voilà, impossible à détrôner, mais on le place où maintenant? Est-ce que c'est podium déjà? C'est une question très vaste, mais c'est comme ça, votre première intuition. Par rapport à Marco Pantani, par exemple. Votre première intuition. Le mec qui a placé un blast comme ça. Il s'approche du podium, et le podium, c'est un truc envisageable à la fin de sa carrière, quand il aura encore quelques classiques en plus, notamment Liège-Bastogne-Liège qui lui manque encore, parce que c'est le monument qui est censé lui correspondre et qu'il n'a pas. Le Tour de Lombardie aussi, qui est dans 2 semaines, qui peut gagner. Ça ferait encore un peu plus à sa légende. Mais il a le potentiel pour être... l'un des 3 plus grands coureurs français avec Hinault et avec Anquetil ou Jalabert. Il est opposé à des mecs qui ont gagné minimum 3, 4, 5 Tours de France en France. Donc pour combler ça, parce que lui ne le gagnera jamais ou peut-être un jour. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens, moi je me pose la question, et les gens peut-être ceux qui ne sont pas experts vélo, pourquoi il y a très peu de chances qu'il gagne le Tour de France un jour? Parce que c'est tout simplement pas son profil. Alors c'est sûr, oui et non, parce que... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à 3 jours de le gagner en 2019. Il est maillot jaune à 3 jours de l'arrivée. Donc on se dit qu'il peut, mais il était un peu si proche, si près, si loin, comme on dit, parce qu'il lui manquera toujours quelque chose. Il manquera des capacités en montagne, il lui manquera... Surtout la montagne finalement. Le chrono, à la limite, le chrono, s'il le travaille, c'est l'un des meilleurs. Ça peut être l'un des meilleurs. Et il nous a surpris en fait sur 10 jours en 2019. Il a été à un niveau ahurissant en montagne. Il fait 2e au Tourmalet, c'est complètement insensé. Et sur la fin du Tour, il revient à son niveau un peu plus normal, qui n'est pas celui d'un mec qui peut gagner le Tour de France. Donc après, est-ce qu'il pourrait refaire ça, sachant qu'il avait eu des circonstances en 2019, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Maintenant, on va un peu plus se méfier. On ne va pas lui laisser 2 minutes d'avance sur une échappée. On ne va pas le laisser prendre le maillot avec un peu de marge. Donc c'est plus compliqué. Et surtout, pour qui il ait l'ambition de gagner le Tour aujourd'hui, il faudrait qu'il travaille spécifiquement en montagne, qu'il perde un peu de poids et qu'il fasse, entre guillemets, une croix sur ses qualités d'aujourd'hui, ses qualités de puncher. Ah oui, d'accord. Qu'il change complètement de profil, quoi. Aujourd'hui, ça veut dire que ça sera un objectif unique, ultime, c'est le Tour de France. Et en fait, t'oublies... Relou, le mec qui doit passer de ailier gauche à gardien, ça va être aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de prendre le risque de ne plus gagner un championnat du monde, un Liège-Bastogne-Liège, un Lombardie? Il faut que son équipe, qui je pense doit être ravie de l'avoir... C'est quoi, la Quick-Step? La Quick-Step doit être ravie de l'avoir, gagner des championnats du monde, des grands classiques, en tout cas être placé tout le temps. Je veux dire, cette saison, tout ça, on fait une croix dessus pour peut-être essayer de faire un truc autour de France. Regarde dans l'ADN de Quick-Step, qui est une équipe de classique depuis... Et en face, tu as des Pogacar, des Bernal qui sont 5-6 ans plus jeunes que Alaphilippe, et où tu te dis, eux, déjà, comment tu vas les déloger? Les calculs ne sont pas bons. Pogacar, Roglic, qui sont les 2 monstres des courses de 3 semaines, sont plus forts que lui et en contre-la-montre et en montagne. Donc forcément, si tu décides de changer pour devenir un coureur c'est quand même assez risqué. Mais c'est possible, ça a été fait. Regarde Wiggins, il gagne le Tour 5 ans avant, il faisait 10 kilos de plus. C'était juste un mec qui roulait fort en contre-la-montre et qui gagnait des médailles d'or au JO sur la piste. Il s'est transformé, il est devenu un grimpeur, il gagne le Tour. Exactement. Ouais, il était à la Sky. Vous vouliez qu'on parle des Belges, et ça tombe bien, Robin est là. Il y en a beaucoup, j'ai vu d'ailleurs sur le chat. Le couac belge. Ce matin, je crois que dans la presse quotidienne belge, il était écrit « C'est un Waterloo de la bicyclette ». Ça a été repris d'ailleurs dans l'équipe. Ça a été repris dans l'équipe aussi également. On a pourtant vu une bonne collaboration entre Evenepoel et Van Aert. C'était la grande question. Qui était le leader de cette équipe? En arbitre un peu quelques jours avant, qui avait dit notamment, il y a eu des déclarations. Remco a toujours un peu titillé Eddy Merckx sur des déclarations parce qu'on lui promet un avenir égal à celui du cannibale. Donc là, Eddy Merckx a dit non, le favori, ça doit être Wout van Aert. Il faut que toute l'équipe de Belgique travaille pour lui. Petit tacle à Remco Evenepoel en passant. C'est exactement ce que, du coup, j'ai coupé ta question. Non, mais c'est pour prendre la suite, t'inquiète pas. C'est exactement, du coup, ce qu'ont décidé de faire les Belges avec un leader unique qui, franchement, c'est ce que je vous dis, moi, à 100%, Wout van Aert, quelle que soit ses anneaux de course, il ne peut pas perdre ses championnats du monde. Chez lui, galvanisé, fort quand ça grimpe sur les petites montées. Là, on a vu justement Alaphilippe performer. Plus fort qu'Alaphilippe au sprint. On l'a vu sur le Tour de Grande-Bretagne, où il a gagné à peu près partout.
Il devait gagner. Il était programmé pour gagner. D'ailleurs, Remco Evenepoel. Ça reste une course d'un jour. Hein. Ça reste une course d'un jour, possible, avec quoi. les formes du jour, etc. Ça dépend comment tu te lèves le matin. C'est ça aussi. Ouais. C'est exactement Ça ça. donne Mais une heure et demie, C'est un matin où il s'est La troisième levé. branlette il avait était en pas- trop. Voilà. Il faut regarder l'influx. Tu connais la règle, à partir de la troisième, ça commence à couper les jambes. T'as les jambes et la pression, mais tu vois, là, je prends le commentaire de l'E66, Tuns, Benoît, Pavué, Lampard, juste pour rouler sur Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui attaque justement pour faire travailler les coéquipiers des autres équipes, mais qui roule derrière, c'est ses propres coéquipiers qui ont roulé un moment, justement pour faire gagner Van Aert, parce qu'ils étaient sûrs de lui. Donc, Et Van Aert, Mais il c'est y a la défaite de vraiment Van une Aert. dissidence comme ça dans Mais la c'est- stratégie Non, mais alors, d'équipe. il y a un truc, c'est qu'ils n'avaient pas d'oreillette aussi sur les il n'y a pas d'oreille. C'est ça qui est cool d'ailleurs. C'est ça qui est trop bien. C'est bien, mais du coup, ça permet, enfin, ça laisse la place à des erreurs un peu comme ça où, en fait, tu sais juste pas qu'il y a un mec devant. Tu t'es pas calé comme il faut. T'as pas un directeur sportif qui te dit dans l'oreillette, là, on fait ça, on fait ci. Et du coup, c'est moins bien calé. C'est aussi ce qui fait que. McLaren, ils ont des oreillettes et c'est pas plus clair. Hein. Bah, des fois, Shut the fuck up. Ok, c'est ce d'accord. qu'on reproche aussi des fois, c'est que même avec oreillette, tu peux faire des erreurs tactiques monstrueuses. Movistar nous en a fait pas mal. Du coup, Remco Evenepoel attaque, il est repris, et là on le voit très bien sur la photo derrière, merci Tom, que c'est lui qui se met à la planche pour travailler pour Wout van Aert, qui est troisième sur la photo. Remco Evenepoel s'est sacrifié de A à Z, alors que c'est quand même un tempérament Il assez avait pas le chaud. choix. Hein. Il n'avait pas le choix, mais on connaît aussi le mec, il aurait pu partir tout seul à Et 80 je pense km qu'il- et pas du tout calculer son équipe. Placer ses pions pour les années suivantes. Voilà. Il sait qu'il fallait qu'il passe par là. C'est son premier championnat du monde avec les grands, on va dire. Il a 20 ou 21 ans, je sais plus. Il a 21. Ça a du sens qu'ils se mettent au service. Voilà, en fait, Ouais. il ne peut pas sur son premier championnat du monde, même si le parcours lui correspond et qu'il pouvait peut-être le gagner, venir et dire voilà, c'est moi le patron, surtout quand t'as Van Aert. Après, Van Aert, il l'a expliqué toute la semaine, il n'avait jamais eu autant de pression que cette semaine-là. Il a essayé d'évacuer un peu, mais tout le monde disait oui, c'est la course de votre vie, vous avez jamais Gagner été chez dans cette soi, c'est situation. plus dur. On peut dire ce qu'on veut, c'est bien toujours sûr, plus dur que de bien gagner sûr. à l'extérieur. Ouais, puis attends, On adore jouer à l'extérieur d'animosité. Complètement. On le voit, là, Philippe, Mais, comment il est galvanisé par les gens qui l'insultent ou les ça. bières. Mais Chez soi, c'est C'est dur, ça. quoi. La question, il y a ça. Et du coup, du leader unique demandé par Eddy Merckx et promu par Il n'y a par pas eu l'équipe tant de que ça, Belgique. un leader unique. Stuyven, il a été protégé toute la journée. Et à la Stuyven fin, c'est lui qui est devant. semi-protégé, mais il suit un coup, mais il aurait bossé, moi, je suis pas pour Van Aert sûr. pour amener le Je sprint. suis pas sûr. Bah, c'est la même stratégie que la France, hein. Avec Alaphilippe et Sénéchal protégés. Ils ont fait pareil côté belge avec Van Aert et Stuyven. Au final, ça marche moins bien, bien sûr, si tu regardes le bilan. Mais c'est pas pour ça que c'était une mauvaise stratégie. C'est difficile quand tu démarres une course de quasiment 270 bornes de savoir comment ton leader va se sentir quand il en restera 20. Il y a 250 bornes à faire avant. Et la stratégie, elle est calée comme ça. Si tu arrives à 20 bornes et qu'en fait, il n'a pas les jambes, il n'est pas non plus à la ramasse, quoi. Il a juste pas les jambes pour suivre les meilleurs. C'est un peu la faute à pas de chance. Et ça arrive à Alaphilippe d'autres fois. On se rappelle de Innsbruck notamment. C'était les championnats du monde en 2018. Il était grandissime, enfin, un des grands favoris, disons. On arrive au pied de la dernière bosse. Pinot et Bardet, qui étaient aussi des bons outsiders, avaient bossé pour lui. Sauf que tu arrives au pied de la dernière bosse, Alaphilippe, il n'a pas les jambes. Ils ont bossé pour rien, mais est-ce que c'est une erreur tactique? Non, parce que c'était logique de bosser pour lui. Et là, c'était logique de travailler pour Van Aert. Et c'est pas de la fin, c'est un peu de la faute de Van Aert, mais c'est pas prévisible qu'il soit dans cet état-là à la Et fin. du coup, Van Aert n'assure pas. Derrière, la Belgique ne fait zéro médaille parce que Stuyven finit quatrième. Et du coup, il y a toute une remise en question de comment, notamment, a été utilisé Remco Evenepoel, qui, pour le coup, pareil, lui, championnat d'Europe il y a 2 semaines, était le plus fort, largement le plus fort. Il finit deuxième à 2 doigts de gagner, battu par Colbrelli au sprint. C'est aussi une course d'un jour, le championnat d'Europe. Mieux utilisé, ouais, pareil. D'accord. Pareil, ok. avec les Européens, tu m'as compris. Ça se tient, hein. Ça se tient. Donc voilà, c'était le petit les petites questions des Belges. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir de les avoir battus oui, et d'être attends. dans cette situation-là, quoi. Bravo. On aime les frites, mais faut pas déconner, Ouais, quoi. c'est sûr. Et la bière aussi. Alaphilippe avait dit avant la course qu'il a un appartement en Belgique, il court dans une équipe belge. Il avait dit je sais que j'ai pas mal de fans en Belgique et j'espère que si je gagne, ils seront pas trop déçus. Il a dit je pense que ça leur fera quand même plaisir si je gagne. Je suis pas sûr au final que dans les, Quand il a attaqué, il a pris quelques insultes, il a pris un peu de bière et surtout ce qui est régalade, et c'était arrivé déjà avec Philippe Ogana qui a gagné le chrono, déjà face à Van Aert qui était déjà son rival. Van Aert qui a du mal sur ces championnats du monde, le pauvre, et les supporters qui lui demandent de ralentir. Je sais pas si vous avez vu ça, sur les 15 derniers kilomètres, t'as que des supporters qui demandent à Philippe de ralentir comme ça. Mais pourquoi pour que les autres reviennent. Pour que les autres reviennent. Non, mais c'est incroyable. Et moi, j'ai dit, ok, d'accord. Il faut dire bravo aux Belges quand même pour l'organisation, le spectacle, le public, ça a été fou. L'année dernière, on se rappelle qu'à Imola, il n'y avait personne, c'était à huis clos, c'était vide. Et là, c'est vrai qu'il y avait la sensation avec ces images que tu revis. Ils ont annoncé 1 million de personnes sur le parcours. Incroyable. Ouais. C'était fou. Même un là-bas, pays c'était de vélo. exceptionnel. Bon, après, il y a des dérapages, comme Ouais, le stade de mais bon, foot en y a ce pas Sur moment. 1 million de gars, il y en a bien qui va faire de la merde. Voilà, c'est Mais ça. j'ai quand même la pareil. sensation, quand je vous entends parler, que cette course-là, c'est la meilleure du monde. Ah, clairement. Les maillots, l'ambiance. Moi, je vous dis, j'ai tweeté le matin en me levant, c'est le plus beau dimanche de cyclisme de C'est parce que l'année. Paul, il aime pas le Tour des Flandres, mais. Ouais, non, mais, Terrain du Finistère. je suis un mec de grand tour à la base et j'adore le Tour de France, mais
y a une saveur particulière sur un championnat du monde qui est décuplé fois 1000 quand ton équipe et un de tes coureurs sont gagnés. Voilà, et c'est ça qui change. Bien sûr, t'as raison. La Philippe change tout et ça fait 5 ans depuis la Norvège en 2017, on va dire, que tu as à la Philippe, mais aussi tu as des Desmar, tu as des Pinot, des Bardet. Tu as une chance, quoi. Voilà, tu viens sur les championnats du monde en te disant. Bardet qui fait 2e en 2018. Voilà, on va faire quelque chose, quoi. Alors qu'il y a 10 ans, tu avais quelques fers de lance, mais si le parcours ne convenait pas à Vauclair, c'était réglé, quoi. Ouais. Et bravo au maillot. Et Galopin. Et voilà. C'est ton gars, Galopin. Tony, c'est la famille. Hein. L'ex de Marion Rousse. Taclé par Julien Lafilippe, d'ailleurs. Si, c'est lui. Ah, c'est lui. Tony Galopin, taclé par Julien Lafilippe pour Marion. Ah oui, taclé. Bah oui. Bref. Et le dernier truc, c'est clairement les maillots qui sont. On n'a rien contre les marques et les maillots plein de sponsors. Mais honnêtement, de courir pour ton pays, évidemment, ça a quelque chose de particulier. Et là, ils sont tous très réussis. Même le maillot du PSG. L'Italie, ils ont calé un gros Suzuki en plein sur le. C'est un peu belle marque italienne en plus. Merci les gars, en tout cas, pour des super débriefs des Dernier mot, Manu. Non. Je vais rebondir sur ce que tu t'es cru d'enrouler ou quoi? Je milite pour un Tour de France tous les 4 ans façon Coupe du Monde par équipe nationale. Ça ne se fera jamais parce qu'il y a trop d'argent en jeu avec ASO. Mais je trouve que l'idée serait fabuleuse. Et si on redonner un intérêt au Tour de France qui parfois... Comme Miss France, on fait un truc à côté, by First Team. Et un peu trop fermé. Là, ce serait... Attends, Gérard Piquet a bien arraché la Coupe Davis. Pourquoi la First Team pourrait pas arracher le Tour de France? Tu vois, par là. Je vais sur nos comptes. Parce qu'en fait, on peut pas, gros. Bon, en tout cas, les amis, merci pour cette page vélo. Les réjouissances du sport français qui nous a enflammés ce dimanche. J'espère que le Paris Saint-Germain en fera de même ce mardi. Tiens, c'est l'objet du débat, mais on a un peu plus de doutes. Le Paris Saint-Germain qui accueille demain, lors de la 2e journée des phases de poule de la Ligue des Champions, l'ogre Manchester City. Alors on a regardé la performance du Paris Saint-Germain, tombeur de Montpellier 2-0 ce week-end. On a regardé surtout la performance de Manchester City, tombeur de Chelsea, 1-0. Et il faut le dire, il y avait quand même... Tombeur de Chelsea. J'en rajoute un petit peu, mais c'est parce que pour créer un peu le féminisme. Parce que franchement... Quand on voit le Paris Saint-Germain aujourd'hui évoluer, quand on voit Manchester City aujourd'hui évoluer, franchement, il y a une classe d'écart entre ces deux équipes. Où est-ce que vous vous situez? Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Quelle animation? Quel compo? Bref, on va commencer sur ce premier point. Est-ce que l'affiche, elle n'est pas carrément déséquilibrée demain? À ce point-là. J'espère pas, j'espère que les gens parisiens ne disent pas ça. Je vais commencer en disant que c'est quand même fou. Paris a fait un été incroyable au niveau du recrutement, ce qui était il n'y a pas si longtemps. Donc finalement, le vécu commun est assez faible. Ils ont 9 points d'avance en Ligue 1. 8 victoires. 8 victoires. 8 matchs. Bon, il y a ce match à Bruges où, avec le recul, tu as le droit de te dire que tu n'es pas prêt et qu'en face, tu joues une équipe qui était prête, qui a mis des coups, qui a fait un vrai match de Ligue des Champions. Tu repars avec un partout finalement, même si dans le jeu, c'était pas bien, il faut faire mieux. Mais c'est ce genre de match-là qui va te permettre d'être meilleur. Et j'ai déjà l'impression j'ai l'impression que c'est de la crise au PSG. Un peu Et c'est ça, moi, qui m'interroge. Et c'est vrai que en face, je vois City, pour le coup, où ça n'a pas trop bougé cet été. Ils ont juste rajouté le David Beckham, New Generation, Jack Grealish, qui a l'air de se greffer, et Romain, tu me confirmeras ça, parfaitement au jeu. J'ai l'impression que Guardiola, il arrête aussi de s'inventer des vies, de vouloir gagner des matchs en tant qu'entraîneur, mais à la place de ses joueurs plutôt. C'est pas là qu'il fait ça, en général, c'est en finale. Il a toujours des faux neufs quand même. Donc, demain, il va nous mettre un faux neuf. En fait, Paris, quelque part, je pense qu'il y a tout pour que ça aille bien, mais finalement, j'ai l'impression que c'est une crise permanente. On a vu encore on a lu sur les lèvres d'Mbappé. Donc oui, j'ai envie de donner avantage à City, mais pour moi, Paris n'est pas complètement déséquilibré. Surtout Paris, même s'ils ont un vécu collectif moindre, parce qu'il y a eu beaucoup de changements cet été, ils ont les armes pour jouer yeux dans les yeux n'importe qui en Europe aujourd'hui. La sensation qu'on a tous, c'est qu'il y a une équipe qui est prête, qui se connaît par cœur et qui vient de livrer une performance en championnat de très très haut standing, c'est évidemment de Manchester City. On pourrait discuter du Paris Saint-Germain et on va le faire dans 5 minutes, mais je voudrais commencer par City parce que ils ont été vaincus donc en finale de Ligue des Champions par Chelsea. Avec Tourelle en plus, ils étaient à 100% de victoire contre cette équipe. Ils reviennent sur une nouvelle saison, comme tu disais, Erwan, avec une idée de jeu connue de tous les joueurs, ajoutée avec du talent de Jack Grealish qu'on pouvait penser surcoté au vu de son prix de transfert. Pour l'instant, tout va bien côté City. Donc, c'est une bonne affaire. Et surtout, en fait, l'impression qu'on a ressenti ce week-end contre Chelsea, on peut en parler un peu. Chelsea, donc champion olympique, je vais dire, vainqueur avec des champions, avec Lukaku en plus et en faisant un bon début de saison, ils se sont fait dominer comme j'ai rarement vu Chelsea se faire dominer comme ça. Tactiquement, ils n'ont jamais eu la balle. Ils étaient tout le temps acculés. Ils ont
un semblant de situation avec Lukaku et Werner. Mais moi, c'est surtout cette impression de domination par la possession, comme aiment avoir les équipes de Guardiola, qui m'a impressionné et qui m'inquiète énormément dans un face-à-face avec le PSG qui ne sait pas défendre. En vrai, ils ont souvent le ballon, City, et c'est pas si problématique que ça que de leur laisser. Surtout quand tu es une équipe comme Chelsea qui sait jouer en contre, qui a des joueurs qui vont vite. Voilà, tu peux mettre sur orbite Werner ou Lukaku très rapidement. Pour moi, c'était pas tant que ça gênant que Chelsea n'ait pas le ballon. Mais par contre, ce qu'ils en faisaient quand ils l'avaient, en fait, ils en faisaient rien du tout. Ils étaient acculés par le pressing de City, et dès qu'ils avaient le ballon, ils le rendaient en fait. Mais tu vois, là, tu notes un point très intéressant. Chelsea, c'était un modèle de contre-attaque, tu l'as très bien dit, notamment l'an dernier lors de la campagne de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain joue en contre-attaque, mais tu vois bien qu'il y a des problèmes d'équilibre. Il y a une entente devant qui est imparfaite. C'est ça. Qui est imparfaite. City, On a le droit d'être inquiet quand même. City fait un gros match contre Chelsea, mais c'est pas parfait non plus. Sur la première mi-temps, ils cadrent pas un tir. Et sur l'ensemble du match, ils ont quand même du mal à finir. Alors, on peut faire ou pas le lien avec le fait qu'il n'y ait pas de véritable avant-centre à City. Mais en tout cas... Dortmund Mendy fait un énorme match. Oui, mais sur la première mi-temps, ils ne cadrent pas, donc il n'y a pas besoin de Mendy. Ça, c'est pas faux. Tu te dis quand même, ils font une première mi-temps incroyable et il y a 0-0, quoi. Donc des fois, c'est à quoi ça sert? Est-ce que tu es capable de refaire tout le temps ces mi-temps-là? C'est pas dit, donc ils ont fait quand même une belle deuxième mi-temps et ils ont pris le meilleur sur Chelsea, mais tu peux aussi très bien faire une énorme première mi-temps, ça marche pas, tu rentres à 0-0 et après les vestiaires, c'est une autre histoire. Et il y avait plusieurs personnes dans le chat qui disaient que généralement Paris, sur les gros matchs, ils répondent présent. Je pense pas. Je pense pas. Ouais. Oui, très important à préciser. À part un ou deux, on va dire. Mais c'est vrai qu'en fait, j'imagine pas Paris se faire atomiser non plus. Non, mais personne ne pense à ça, j'espère. J'imagine pas non plus les gars, moi, atomisé. Non, mais pas atomisé. Tu peux perdre 3-0, 2-0 chez toi. C'est pas une. Ça, c'est atomisé. Tu perds 2-0, t'as pas la balle. Atomisé, c'est 5 ou 6. Tu vois, c'est la Juventus, c'est 6-1. Ça, c'est atomisé. Merci pour le bon Il y a des souvenir. lectures. Il y a cette équipe du PSG qui va forcément montrer un autre visage de ce qu'il montre en Ligue 1. T'énerver autant, Polo. C'est le... Calme-toi dès que tu parles du PSG. Polo, allez. Non, mais moi, il y a un truc, il y a un truc qui m'énerve. On a parlé de cette équipe de City qui aime avoir le ballon, de cette équipe du PSG qui, depuis l'arrivée de Pochettino, est quand même une équipe qui laisse le ballon, même en Ligue 1, ça arrive quand même assez souvent. Mais d'un autre côté, tu as aussi ce PSG qui joue aujourd'hui avec Neymar, Messi et Di Maria. Et j'ai quand même pas l'impression que ce soit des joueurs qui aiment jouer forcément la contre-attaque. Et alors Messi, est-ce qu'il va jouer? Normalement, c'est ce qui se dit, ça devrait jouer. Verratti revient, ne devrait pas jouer. Pléonasme. Ne devrait pas débuter. C'est ce que je voulais dire. Mais quelle est le plan de jeu, quelle est la philosophie de cette équipe du PSG? Est-ce que c'est une équipe qui doit lutter avec City pour avoir le contrôle du ballon? Est-ce que c'est une équipe qui doit évoluer en contre? Est-ce que c'est une équipe qui est capable de faire l'un ou l'autre? Pour l'instant, je ne vois pas comment elle est capable de la faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'imagine mal ce PSG-là, contrairement à l'année dernière ou il y a 2 ans, subir autant avec la défense qu'on a, avec des Hakimi et des Nuno Mendes qui sont des attaquants fabuleux, mais qui ont aussi quelques lacunes défensivement, avec un Kimpembe qui psychologiquement n'est pas le meilleur Kimpembe qu'on ait connu, loin de là. Il était très bon samedi, on peut lui dire. Qui a été très bon samedi, ça tombe bien. Et Valère Germain en face. Et un Marquinhos qui n'a pas donné non plus toutes les garanties de leader et de capitaine qu'on attend de lui depuis le début de saison. Pour moi, la question que tu poses, elle va être essentielle pour demain soir. C'est-à-dire, on laisse le ballon, on joue en contre-attaque. Mais c'est une question à laquelle ils vont devoir répondre sur toute la saison. Mais quand tu as Lionel Messi, surtout à l'âge qu'il a aujourd'hui, tu ne peux pas jouer la contre-attaque. Et Messi et Neymar. Il y a Neymar. Et en même temps, tu as Mbappé qui est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur pour jouer ce jeu-là. C'est bien d'avoir annihilé les stars. Léo, Messi, Léo, très bien. Tout le monde, une fois que tout le monde a. Alors, je n'aime pas la passion. Tu as oublié ce que c'était. Retourne un peu au stade, un peu. Ça te fait bien. Une fois que maintenant, voilà, on a ça. Donc ça peut être un 11 probable. Mais si tu rajoutes Di Maria à ça. Comment tu fais? Et pour moi, et puis si tu te demandes pas. Pour moi, entre jouer, il est encore suspendu. Entre jouer la contre-attaque ou jouer la possession, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Et tu es obligé de trancher. Et pour l'instant, j'ai l'impression que Pochettino n'a toujours pas tranché. Et c'est en ça que réside peut-être aujourd'hui le plus gros problème du PSG. Est-ce que Pochettino, il subit pas aussi les transferts de peut-être, mais on s'en branle. T'as raison, mais bon, que ça fait. Il a une bonne équipe a priori. Ça fait maintenant presque 1 an qu'il est là et que dans le jeu, mis à part cette pseudo-volonté de laisser la balle à l'adversaire, il n'a pas mis grand-chose en place au PSG. Et encore plus aujourd'hui, avec l'arrivée d'un Lionel Messi, qui sera obligatoirement titulaire dans tous les grands moments du PSG. J'espère. J'espère, sauf s'il est blessé. Il était ces derniers temps. Je ne suis pas sûr que tu puisses jouer comme ça. Donc la question, elle est là et elle m'inquiète énormément. Il y a un déséquilibre terrible qu'on a déjà un peu vu à Bruges.
qui n'est pas du tout résolu et je vois pas encore comment ça peut l'être. Manu, je peux poser la question, j'aimerais bien avoir ton avis à toi, justement, C'est bon quand tu fais ça. Qu'est-ce que tu... parce que là, j'ai senti qu'il a posé une question. Manu, quand même, bref, super joueur de foot. Non, j'ai envie d'avoir ton avis. Ancien Michael Pagis, hein, c'est comme ça qu'on m'appelle en région bordelaise. J'aimerais avoir ton avis sur ce que tu espères voir du PSG demain. Mais alors, tiens, c'est marrant parce que c'est la question que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous miroir. poser. Et voilà, tu vois, là, Tom nous a proposé un 4-3-3. La question, c'est savoir est-ce qu'il y aura un 4-3-3, un 4-4-2. C'est même pas sur le système. Le système m'intéresse pas, c'est vraiment l'animation. Et moi, les gars, je vous le dis, ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense qu'on le répétait déjà à l'époque de la classe foot. Si tu prends les différents modèles qui ont réussi en Ligue des Champions, Chelsea l'année dernière, le Real par le passé, Liverpool il y a quelques saisons, tu avais des attaquants qui marquaient beaucoup de buts, qui produisaient un football champagne, spectacle, mais c'était surtout des mecs qui couraient énormément, qui travaillaient énormément pour leur équipe. Et moi, je te dis, tant qu'on n'arrivera pas à résoudre ce problème des trois devant, qui ne font qu'attaquer ou rester haut et ne pas travailler pour l'équipe, moi je pense que Paris ne peut pas progresser. La compo derrière, Gay Herrera, je pense que c'est les deux meilleurs Parisiens depuis le début de saison. Avec Hakimi, mais voilà, grosso modo. Pas de mais, avec Hakimi. Oui, avec Hakimi, mais on est d'accord, mais c'est pas la question, Tom. Gay et Herrera sont peut-être deux des meilleurs Parisiens. Voilà, je mets un peu de nuance cette saison. Avec Hakimi. Et pourtant, j'ai l'impression que le milieu de terrain du PSG est démoli à chaque match. Alors que ces deux-là ont un volume de jeu assez incroyable, se démènent comme pas possible, parce qu'ils sont abandonnés par quels que soient les genres de devant à chaque fois. Et comme le dit Manu, excuse-moi, j'avais oublié ton prénom. C'est de bonne guerre, j'ai oublié Rouli. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème d'équilibre et de travail. Et je pense même dans la tête. Il y a des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions en étant coupées en deux. Messi et Neymar, ils ont gagné une Ligue des Champions en Barça. C'est une question que je vais vous poser. Vous voulez qu'on rappelle le milieu quand même? Ça va remonter, mais c'est 5-6 dernières années. Quelle équipe, à part le PSG, a fait une demi-finale des Champions avec 3 mecs qui ouvertement ne défendent pas? Le Barça, Suarez, il fait un peu de pressing, ok, mais... le contre-pressing le contre-pressing de Guardiola, comparable avec ça. C'était plus Guardiola en 2015. Et pareil, c'est pareil, le Real, tu vas pas me dire que Ronaldo, Benzema, Bale, c'était les rois du pressing. C'est pas Liverpool, c'est pas Liverpool, c'est pas Chelsea. Non, t'as raison, c'était d'une manière différente, mais les mecs travaillaient. Moi, j'ai l'impression que dans ce jeu, justement, de transition, ce football moderne, là, complètement athlétique et tout, j'ai l'impression, je te le dis, que si tes attaquants ne défendent pas, c'est mort dans le film. C'est mort. Ouais, mais il y a une solution à ça. Moi, je suis désolé. Si tes attaquants ne défendent pas, faut que tu aies la balle. Il faut que tu aies la balle. Ça peut être une autre solution. Quand tu as Neymar, Messi, machin, truc, putain, si t'as pas une idée de jeu, et je te dis même pas de jouer le jeu de la possession à outrance, type Barça ou Espagne des années 2010, je dis qu'à un moment donné, il faut que tu sois à 68%, presque 70% en ayant la balle. En contrôlant le tempo. Tu peux difficilement avoir 70% contre City. Non, mais c'est pour ça que City est le pire adversaire possible pour le PSG, vu que les mecs ne défendent pas et que défendre, ça demande énormément d'énergie et que tu as des mecs qui ont soit la flemme, soit pas assez d'énergie. Donc, je crois que demain, le PSG doit aller dans une lutte qu'ils vont peut-être perdre, mais il faut essayer d'avoir la balle. Il faut essayer d'avoir la balle. Si tu veux avoir la balle, il faut être capable de poser le pied dessus. Oui, c'est le milieu de terrain que tu vas avoir, ça va pas être possible. Si je te dis pas, si y a Messi, Verratti, je te dis pas que ce soit pas possible. Messi n'est pas obligé d'être collé à une aile droite. Il faut qu'il soit au cœur du jeu. Herrera face au pressing, au contre-pressing de Guardiola, c'est pas des mecs qui peuvent tenir le ballon. Enfin, en tout cas, je pense pas. Moi, je suis quand même d'accord avec cet avis-là. L'idée de tenter ça, pourquoi pas. Mais je pense que sans Verratti, ça risque d'être compliqué. Plus ça va et plus on en discute. Moi, je suis pas fan de la défense à 3, mais je crois que c'est par cette composition que le PSG peut aller loin. Alors on verra Sergio Ramos, on verra Thilo Kehrer, mais l'avantage de jouer à 3, c'est que tu te protèges de tes latéraux qui sont très offensifs. Nuno Mendes, tu l'as dit tout à l'heure, et Hakimi sont des monstres offensifs, il faut en profiter. Et surtout, ça te profite d'avoir Messi qui est bien plus au cœur du jeu. Avec 3 mecs derrière, alors il faut éviter la cagade, mais bon, ça marche pour tout. Comme ça, t'as pas le troisième défenseur qui peut éviter la cagade pour l'instant. Sergio Ramos, si un jour il veut bien jouer au foot, mais bon, comme il est en reprise. Il est en reprise. Donc moi, je pense que il joue ce soir dans un tournoi avec le FC Dior. En C6 foot, me dit-on dans l'oreillette. Oui, tu voulais. Non, j'allais vous amener aussi sur Mbappé Neymar. Est-ce qu'on peut imaginer une résistance? Tu sais quoi, avant d'arriver à ces problèmes internes, il y a quand même aussi une problématique. Et je rejoins ce que tu dis sur la défense à 3. Moi, j'ai l'impression que Paris a fait son recrutement cet été pour jouer à 3 derrière. Et bizarrement, j'ai pas l'impression que Pochettino, ça soit dans son projet et dans ses idées. Il y a quand même des questions. Wijnaldum, tu l'as beaucoup vu à Liverpool.
on a du mal à le reconnaître en ce début de saison, même si l'année dernière, Paulo le dit souvent, Tom Cherravino le dit souvent, ça n'a pas été sa meilleure saison avec Liverpool. Il a fait un excellent Euro. Bon, il y a toujours cette question autour des gardiens. On ne sait même pas qui est-ce qui va jouer. L'Italie annonce que ce sera Donnarumma. Les médias français annoncent que ce sera Navas. Moi, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a une question de cadre derrière tout ça. Est-ce que les cadres sont vraiment en forme? Est-ce que les cadres sont vraiment impliqués? Si tu veux, au-delà du travail... Le recrutement, quand même, était censé amener de la stabilité. J'ai l'impression qu'il n'y en a toujours pas. C'est des blessés. Mais Messi, il a joué 3 matchs pour l'instant avec le PSG. C'est vrai des blessés. Wijnaldum, on est d'accord que c'est pas le grand Wijnaldum pour l'instant, mais c'est aussi que le début. Hakimi, c'est quand même une super satisfaction. Pour moi, il faut laisser un peu de temps à tout ça quand même. Même Nuno Mendes, arrière-gauche, pour les entrées, les bouts de match qu'il a fait, c'était bien. Après, les problèmes du PSG, on les connaissait. Il y en a certains qui ont été quand même pas mal réglés cet été. Et Ramos qui fait pas encore un match, c'est dur de lui tomber dessus. Alors tu peux dire qu'il est pas prêt physiquement et tout, mais du coup on peut pas dire qu'il est mauvais, quoi. Non, clairement. Donc pour moi, je pense que Marseille est très mauvais. En déambulateur, il est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est très impatient avec ce PSG-là. Peut-être que demain tu te fais taper. On n'est taper. même pas au mois d'octobre. Peut-être que demain tu te fais taper, mais dans 6 mois, ce sera pas la même histoire. On n'est même pas. On n'est même pas. Des fois, je lis des choses, j'entends des trucs. Je me dis, mais attends, je regarde mon téléphone, je me dis, mais attends, on est au mois de septembre. Ils ont repris un mois et demi. On est au mois de septembre avec des mecs qui ont fait des euros, qui ont fait des Copa América. Non, parce que tu sortiras de ton groupe tranquille, mais Polo. Mais évite de perdre 4-0 ce soir. Non, mais c'est intéressant ce que dit. Évite de perdre 4-0 ce soir. C'est intéressant ce que dit Polo. Mais à partir du moment. Honnêtement, les gars, je le souhaite. Si, je le souhaite. Mais allez, tu te fais surclasser par City, tu prends 3 € à domicile. C'est chiant pour l'ego. Ça va peut-être remettre. C'est pas grave. Tu sortiras C'était pour les gars, c'est pas grave. Si. Justement, ça c'est intéressant. Tiens, il y a Diablaria qui nous fait une proposition très alléchante pour toi, mon cher Arwen, qu'on ne lira pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, si, c'est intéressant parce que le fait d'être allé faire match nul contre la supposée plus petite équipe de cette poule, quelque part, elle t'oblige à prendre des points demain à domicile contre l'ogre. Évidemment. Ah bon? Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu perds demain, si tu perds contre City, c'est au contraire, il va pas. Et Leipzig gagne. Mais non, mais il y a un bilan comptable, c'est que. Mais clairement. Oui, tu seras troisième, mais après 2 journées. Oui, non, mais je te dis pas qu'ils sont éliminés. Attendez. Liverpool, quand ils sont à 2 doigts de se faire sortir des poules contre le PSG et tout ça et tout, ils vont la gagner après la Ligue des Champions. Alors quand Paris va gagner là-bas, je crois, ils vont gagner là-bas où ils font 2-2. C'est contre Manchester United, tu parles, toi? Non, Naples. 3-2, je crois, ils gagnent. Liverpool sort des poules ric-rac et tout, c'était chaud. Ils vont la gagner derrière, donc. Et personne n'est en train de dire qu'ils vont se faire t'inverses le débat. Oui. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que si Paris sort premier de cette poule, forcément c'est un favori, un prétendant à la Ligue des Champions. Genre Paris a envoyé un message à l'Europe, ça c'est pas du tout le message. Mais par contre, il y a ce truc de se dire que est-ce que ça peut pas mettre une mauvaise pression sur cette équipe? Et c'est peut-être là où on va revenir sur ce qui se passe en ce moment en interne, les petits doutes, les petites phrases comme ça lâchées par Kylian Mbappé envers Neymar, la pression aussi qui va être mise sur Pochettino. Si demain ils prennent 0 points et ils prennent une rouste, dans le jeu au moins. Dans le projet, ça peut être un coup d'arrêt. Peut-être qu'à un moment donné, il va réussir. Bon les gars, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On se met à jouer au ballon ou je vais gueuler parce que j'ai pas la passe, ou je vais faire la star. Finalement là, je veux pas défendre à 20 minutes de la fin parce que je mène 2-0 ou 1-0. Tu vois, c'est des fois des défaites. On dit souvent, et on le dit en basket, en play-off, quand c'est des défaites très compliquées, tu apprends souvent dans les défaites. Peut-être que ce groupe-là, qui pour l'instant est invaincu en Ligue 1, qui a fait juste un match nul à Bruxelles, qui n'a pas perdu, peut-être qu'une défaite à domicile, c'est peut-être aussi la manière de se dire, oh les gars, à un moment donné, on a tout pour, si on veut s'y mettre, c'est maintenant. C'est peut-être risqué. T'as raison, hein. T'as raison, franchement, honnêtement, t'as raison. Dans le cas d'une défaite, j'espère qu'ils vont se dire ça. Mais ce que je vois aussi, c'est que ils ont beau être les meilleurs joueurs du monde à jouer ensemble, il y a des blessures et des machins. Ce que je vois, Bruges, tu penses qu'ils gagneront pas contre Bruges? Non, mais contre Bruges, mais c'est pas Bruges qui m'inquiète. Enfin, entre guillemets. Ce dont je suis sûr, c'est que il faut pas que ce manque d'efficacité du trio, je mets Di Maria de côté, du trio attaquant persiste et perdure. Parce que c'est facile de dire non mais on est trop fort et tout. Sauf ce que je vois hier, c'est que Mbappé il marque pas. Il a un somme international de sortir parce qu'il a pas marqué. S'il avait marqué un doublé, on n'aurait rien dit. Hier finalement Neymar fait une passe à Draxler, mais il fait pas le meilleur match de sa vie. Et que il va falloir quand même qu'ils arrivent à faire péter la bulle du bon, on est les meilleurs, mais on joue un peu sur le frein. Vas-y, maintenant, faut jouer. Il va falloir qu'il y ait une rouste à un moment donné, un 4-0 avec un triplé de Mbappé et Neymar qui se régale et tout. Pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui se régale. Et tu le sens dans leur comportement envers les autres. Neymar et Mbappé s'évitent sur le terrain, c'est palpable, ça se voit. Parfois, ils se forcent même dedans. On est loin de la complicité qu'on pourrait retrouver entre les deux. Oui, mais tu sais qu'elle existe, mais après, par contre,
Elle a C'est pas existé, disparu. et c'est des grands joueurs, et surtout c'est des professionnels. Donc 13 voilà, et demi qui gagne. on voit cette image. C'est des professionnels, donc maintenant tu arrives en Ligue des Champions, tu as des responsabilités vis-à-vis du club et du PSG. Tu sais que tu as le niveau pour faire la différence. Encore plus si tu arrives à être complice avec les joueurs à côté de toi. Voilà, maintenant c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que si on se la joue comme ça tous les week-ends et même tous les matchs de semaine, même en Ligue des Champions, bah oui, le PSG va aller droit dans le mur. Il se murmure que Neymar a un peu le seum de la position de Kylian, Alors, de ne justement, pas de dire à tout le monde j'ai envie de partir, mais ses velléités de départ aussi, de ne pas vouloir jouer avec Mais les d'un autres. autre côté, il y a aussi Kylian Mbappé qui se retrouve dans un trio quatuor avec Neymar et Messi qui ont joué 4 ans ensemble, Di Maria, avec leur poteau. Messi Di Maria qui jouent depuis 10 ans ensemble et qui doit aussi se trouver vis-à-vis de ces automatismes-là. Donc c'est compliqué pour l'un et pour l'autre. Après, il On parle a espagnol maintenant, donc ça devrait. on a vu, et je très comprends, rapidement, c'est vraiment ma dernière relance, on a vu dans la presse aujourd'hui, c'est un peu la presse gossip pour parler du Paris Saint-Germain, avec cette phrase qu'on a très bien lue sur les lèvres de Kylian Mbappé. C'était quoi? C'est ce clochard, il ne me fait jamais la passe. Ouais, ça devait Ça être régale, ça. ça, hein. C'est ce que je me suis noté là en regardant ça tout à l'heure. Honnêtement, est-ce que c'est juste les choux gras de la presse? Est-ce qu'il faut oui. vraiment y porter une certaine oui. Toujours, on a- attention? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à tirer On a là-dessus? tous fait du sport. Moi, et on a fait une vidéo sur nos trucs de Malakoff pour dire qu'on était toute une famille. Et ben, des fois, tu sors et il a perdu 3 ballons, il me casse les couilles. Tu vois, Erwan est un spécialiste Et c'est- de l'insulte, et dans ta c'est- propre équipe. hein. Et c'est pas grave, honnêtement, ça faut arrêter. Au bout d'un moment, si là-dessus on tombe sur des mecs là-dessus, c'est que c'est des mecs qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais fait de sport co, mais je te parle pas de haut niveau, juste de faire des sports co. Ben oui, sport co, nous avec Thomas, on s'est déjà pris la tête vilain sur un temps mort à s'insulter. Bon, le soir même, on buvait des verres ensemble. Faut arrêter de tout, Bien sûr. faut arrêter de tout prendre premier degré. Il sort, il est frustré, il a pas marqué sur une action très précise. Bon, voilà. Et tu ça penses de la arrive. bagarre dans le vestiaire après entre les deux coups. Ça arrive à tout le monde, ça c'est clair. Ah tiens, petite info, c'est Tom Charvino qui me donne ça. Source RMC Sport, Lionel Messi et Marco Verratti seront dans le groupe du PSG pour affronter Manchester Très City. bien. Je vois dans le chat, je veux bien me faire chambrer sur Marseille, qui est moins fort que le PSG en ce moment. Par contre, écrire Erwan avec 2 N, faut arrêter. S'il vous plaît, je suis pas un skipper, je fais pas la route du Rhum. D'accord, faut arrêter les conneries, d'accord. C'était excellent. Les amis, il nous reste 9 minutes. Allez Donc, l'occasion de se quitter avec un bon petit quiz. Quoi, Ouais. Super émission, bravo. Alors, faut qu'on retrouve un petit peu tout ça. C'est à peu près le même fonctionnement que la semaine dernière, les amis. C'est-à-dire qu'il y a un petit quiz sur le week-end. On a 9 minutes, Manu. Par équipe. Ouais, petit quiz sur le week-end. Et par contre, ce qu'on fera, c'est que le 5 à la suite, on se le fera de manière collégiale. Je connais pas les règles, moi. On va envoyer ça comme ça. Réponds aux questions. Question-réponse, on va voir. par si équipe, tu par sais équipe le ou pas sport. Par équipe, bien Ouais, allez, toujours Robin, on va par équipe. équipe. Le collectif. Il donne avant. en revanche à porte en face. Qui a dit ce week-end le VAR est censé dédouaner les arbitres pour Aulas. faire le. Bien vu, Jean-Michel Aulas. Équipe Erwan. Ça peut être que Monpolo. lui, de toute Ah façon. oui, Ouais. c'est ça. Attends, Petite fixette Erwan de Monpolo. Jean-Michel sur la VAR. Bizarre, hein, c'est l'un des grands défenseurs de la VAR, ça lui ressemble pas du tout de s'attaquer aux arbitres. Qui est Norodam Rafijak? Un homme et un nom qui est beaucoup revenu dans l'actu du foot français la semaine dernière. Redis-nous comment il s'appelle? Norodam Rafijak. C'est pas lui qui doit racheter Saint-Thé? C'est lui qui veut racheter Bravo Erwan. 2-0. En effet, le prince cambodgien pressenti pour acheter la saint Ah bah voilà. Qui sont les deux clubs de top 14 à avoir enfin gagné leur premier match au bout de la 4e journée? Perpignan et. Stade français. Non. Il n'y a pas Perpignan. Et Bien, le ça prend- non, et Biarritz. Il y a le Non, stade. Biarritz, ils ont gagné. Pas Biarritz, Ah oui. il y a le Ah Stade bon, français, Stade français en brave galère. Le loup, Bayonne, le loup. Bayonne. pas Non, Bayonne, ils sont en Bayonne. Pro D2. Un club qui a donné des émotions, notamment l'année La dernière. Rochelle? La Rochelle. Ah bon? ouais, putain. La Rochelle, Ah un ouais. point partout. Mais attends, c'est la deuxième équipe, Enfin, un point la partout. deuxième meilleure Ils équipe. n'avaient pas gagné depuis le début de la saison. J'espère qu'il n'y a plus de questions rugby. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah attends, non, si, c'est une question très importante qui me tient à cœur. Ce week-end, il y avait le plus beau des derbies. Vous savez ce que c'est le plus beau des Jacques derbies? Sébastien. Eh oui, exactement. Qui a gagné? Bastia. Bastien. Ouais, Erwan, merci. 2-0 avec, pas de- on a pas dire suivi que Julien c'est Palmieri avec un renouveau tactique. Il a gardé les mêmes hommes, mais tactiquement il a changé. On salue Julien. On salue Julien qui nous régale en story en ce moment. Bravo Julien. À 5 mois des JO d'hiver de Pékin, pourquoi l'équipe nationale chinoise de hockey pourrait rater la compétition? Dopage? Non, Ils ont pas de crosse? Ils ont toujours pas compris les règles. c'est pas très loin, tu brûles. Ils ont pas 7 joueurs. Ils ont assez de joueurs. C'est pas un problème de quantité. Et dans quelle discipline? En hockey sur glace. Ah. Ils ont, Ah oui, Ils sont pas on leur a assez volé leur matos, non? Ils sont pas assez costauds. ils sont tellement nuls qu'ils ont peur d'être la honte. Ah ouais. La honte Wow, nationale et en regarde. prendre 20 Ah ouais. pions à chaque truc. Ouais, mais en donc même ils temps, hésitent à y C'est aller. pas cadeau. Mais en même temps, moi, ça se comprend, c'est un sport ultra physique et tout. Tu prends des caramels de mecs pour en Tu prends prendre des 20. 20-0. Ouais, tu prends des Et 20-0. ouais. faire les JO d'hiver à Pékin aussi. Enfin, Et pour le moment, Qu'est-ce que t'as toi encore? vous prenez un 5-1 les mecs, hein, pour le moment. Ils jouent, tu sais quoi, ils jouent le tempo pour qu'on arrive Ouais, sur un ouais, c'est En fait, vrai. c'est la Chine du hockey en C'est quiz. un peu hein. c'est pas de sport d'hiver. quoi. Quel golfeur a donné le coup d'envoi de la 43e Ryder Cup? Tiger Woods?
Pas dégueulasse. C'était Oyarzabal, Ryan. Balerstero. Ça aurait pu être un Van de Beek. personnage de Zorro. Serge Garcia. Serge Garcia. Ah, mais c'est ça que t'appelles le coup d'envoi, vraiment, genre le premier Ouais, qui a. c'est le premier, Je trouve que voilà. c'est fictif. C'était super nul. Genre Teddy Riner, tu Ça vois. aurait pu être long. Quel joueur a expliqué à Téléfoot dimanche son étonnement de ne Sidibé. pas avoir été Non, retenu Sidibé. Non, c'est par son sélectionneur après l'Euro. C'était la grande interview de Téléfoot. Je vois que certains dorment le dimanche Ah, moi, matin. téléphone. Ah, Tom, téléphone. Il était à mais je suis en train de l'Euro, conduire, sinon j'aurais regardé. Giroud, merci Bah ouais. beaucoup. Quel poste c'est Sidibé, hein Alors, ah ouais Ouais, c'est le CFC. C'était il y a 2 semaines. Non, CFC, c'est CFC. Qui a fini 3ème du Grand Prix de Russie? Sainz. Bravo, bravo. Tiens Je l'avais oublié. Et qui a été la grosse déception du marathon de Benteke. Berlin? Bravo, Benteke. ils reviennent. Benteke, c'est pas marathon. Non, il a dit Benteke. Mais non, mais ça passe. Bekele, Les noms difficiles à dire, on est déception comme Benteke ça. sur un marathon, quoi. Donc c'est un joli coureur. Les gars, il y avait un 5 à la suite et il y avait un thème majeur dans ce 5 à la suite. C'est Nico Batum qui nous avait donné l'idée. C'était l'équipe de France des JO 2000. Bah viens, on fait ça vite à répéter. Et on fait ça vite. En basket. Ouais. En basket. Oh, bon. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah, en fait, je te dis un nom. En fait, je te dis une D'accord. description et tu dois me retrouver Robin. un nom de joueur des JO On va les de couler, hein. Sydney 2000. Allez, J'imagine. Actuel entraîneur adjoint de Limoges, je suis un intérieur sous-dimensionné. Ah ouais, Jim Bilbao. bravo. Allez, Ah. Erwan. Mon grand-père Jean-Claude était lui-même international français. J'ai Bonato. joué. Oh, Ouais. bravo. Putain, ça va vite les mecs. Hein. J'ai débuté en pro à l'âge de 17 ans. Rigaudot. Côté de Tours. C'est pas Rigaudot. Rizaché. Rizaché Tour, bien sûr. Ouais, oh, ça va, oui. J'ai remporté le titre de champion de France avec 3 clubs différents, Antibes, Portez, Lasvel, champion d'Europe junior en Gadou. 92. Sarah. Forest. Attends, j'ai Attends, pas- non, il a pas Ça. Non, il n'y est pas en 2000 Pietrus. Il joue contre moi, Pietrus, en Ah, 2000. il a pas. Ça aurait pu. T'as joué contre. Ah ouais, non, mais Vas-y, elle est là, retire. elle est là, Attends. elle est là, pardon, excuse-moi. Vous aviez dit qui Attends, vas-y, repose la question. Attends, je te le redis. J'ai remporté le titre de champion de France avec 3 clubs différents, Antibes, Portez, Lasvel. C'est Flo Forest. Je l'ai dit, C'est lui. Forest. Forest. Je l'ai dit, Laurent Forest. Forest. Ouais. C'est Forest. En fait, j'allais Ah oui. même parler de sa coupe de cheveux à un moment donné. Ah, pour le coup, Ouais, Ma ça coupe va. de cheveux d'un autre temps me rend reconnaissable. Mais Bravo. talent, Ce qui est supérieur. galère, c'est que. voilà. J'avais dit Lolo. En Italie, il me surnomme Serra. le roi. Serra. Ah non, Non, Rigaudot. 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 Ça vient à droite. Hop. J'ai triomphé en Coupe Corach en 2001. D'origine sénégalaise, issu des playgrounds parisiens. J'ai Sonko, putain. Mustafa Sonko, c'est C'est pour ici, top. c'est ici. Non, on est comment sur le timing? Vas-y, vas-y. Parfait, on a le temps. Drafté par les Knicks. Veille. Face. Let's go, Rubinho. Voilà. Et alors, je suis l'un des plus beaux palmarès du basket français. Thierry Gadou. Et les JO de ciné m'ont permis de changer de dimension. Serra. Laurent Serra, bien évidemment. Comment ça, c'est Si. Oh non. C'est égalité Moi, là. j'ai cru l'entendre ici. Bah, Ouais, moi aussi, ok, moi je laisse aussi. l'arbitre. On a un replay? Non. Non, je laisse l'arbitre. Formel, L'arbitre, il a toujours raison. Je crois que je vais peut-être le mettre ici, comme ça va nous faire un score. Allez, un peu vas-y, plus serré. vas-y. Tu vois, ça fait Pour- 1, 2, 3, 4, 5, pour le 6, chat. 7, 8, 9 pour Ok. l'équipe, bien sûr, de Robin, Tom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ouais, pour super, l'équipe Superbe. Polo et Erwan. Il reste un truc ou c'est perdu là? Non. Calme-toi. minutes, il Parce que reste. le truc, Calme. Rugby basket, ça Ah, se c'est pas les quiz roux libres là, il y a un peu plus de. Tu fais moins le malin, hein. 3 minutes. En même temps, l'équipe de France de basket, JO 2000, pas cadeau pour Ouais, toi. bah ouais. non, Mais mais t'as on- envie de faire les invincibles. 3 ans. Non, mais mais c'est- les invincibles de Eh ben, 2004, écoute, Arsenal. l'autre proposition était le Manchester 98-99. Ah, Là, j'aurais ouais, pas mieux mal, que pas mal. les- je pensais que Non, puis pas mal. je pensais bien sûr te faire un cadeau. Nicky Butt. Ah, pardon. Mais tu marrant, tu sais quoi, il y avait marqué, attends, il y avait marqué sur le truc Nicky Butt, c'était quoi? C'était considéré comme un des grands espoirs du Mais club. garde-les pour la J'ai suite. été obligé de mettre un terme à ma Manu, carrière à 28 si on ans. veut finir Voilà. qui suis, je peux enchaîner. En fait, le problème, c'est que j'ai paumé le qui suis-je. Oh non. Catastrophe. Non, je te jure que c'est la pire fin d'émission de toute l'histoire de ma carrière. Je crois que je vais arrêter ma carrière là-dessus d'ailleurs. les amis. Va sur ton portable. Je vous en trouve un petit, tranquille. Oui, vas-y, il reste Je 2,32. vous trouve un gars, On en profite pour remercier le chat encore. Ouais, Bien vous sûr. régalez. Vous régalez Bien sûr. chaque semaine, vous nous taillez bien aussi. Le jeu. Et juste j'en profite pour dire, quand on va sur des sports sur lesquels on n'est pas expert, c'est pas grave, on en parle, c'est une émission généraliste. Exactement. Alors on n'est oui. pas expert sur tous les sports, c'est pas la peine de venir nous mettre notre science, donnez-nous des billes pour qu'on puisse rebondir les frères. Voilà. J'ai jamais, Voilà. j'ai jamais participé à la Vous êtes Ryder prêts. Cup. hein. Pas encore, Polo, t'as jusqu'à 75 ans, donc c'est bon. On se retrouve d'ailleurs à 22h. Mais moi j'ai jamais été sparking partner de Lennox Lewis, donc merde, je peux quand même parler de toi. C'est jusqu'à 75 C'est heures. vrai. Je vous rappelle qu'à 22h sur Oui, notre c'est ce chaîne qui est Twitch, très important. First Team 101, on sera ensemble pour exprimer et donner à tout le monde le programme de la saison First Team. Voilà. Si les dieux de l'internet le veulent. On cherche. La lucha libre. Et avant de vous retrouver First Team dès 22h, bien évidemment, on cherche un joueur de foot, les amis. Un Oh milieu là de terrain là. qui a actuellement 47 ans, qui a débuté au Sporting Toulon
VAR, c'était en 92-93, la grande Ginola. époque. Non, pas Ginola. Attention, faut pas dire quoi, 63 La grande époque, tu sais, avec Courbis et compagnie. Parti ensuite à Monaco 93-94, passé par Le Havre, l'OM, Sedan, Clermont. Et je finis ma carrière du côté de Toulon. Putain. Marlon Brando, bravo. Frédéric Brando. Frédéric Brando, frère. Allez, Bravo. impinable sur ce quiz. Bravo, Brando. Bravo. J'avoue, ils avaient l'avantage d'un petit but. Ah ouais, c'est le jeu. On leur a offert voilà ce truc. C'est Une Sedan minute, qui me met bien. Ah, c'est Sedan Toulon, Sedan. Ah, Et après oui. l'OM. Moi, j'avais complètement oublié son passage à Sedan. Le milieu Moi de aussi, je Pokémon. Et il y avait une belle histoire à raconter sur sa fin de carrière, sa nouvelle carrière, mais ça, on le fera en antenne parce qu'on peut pas tout dire sur l'antenne du stream. Merci les amis d'avoir été avec nous. Bravo la First Team. Rendez-vous 22h ce soir pour en savoir plus sur cette nouvelle saison NBA et savoir quel sera le programme sur la First Team, bien évidemment. Rendez-vous demain pour la viewing party Paris On va se régaler, Saint-Germain. mec. Merci, Robin. Leicester City, on va se régaler. Merci, Robin. Merci beaucoup. Toujours un bonheur d'échanger sur le cyclisme, sur le foot et sur tous les sujets de prédilection, bien sûr, de notre ami Robin. Et tout de suite, le récap sur le stream. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 16h30. Merci à Vous tous, connaissez bravo. le rendez-vous. Salut les amis, ciao, ciao. Merci la régie. J'oubliais toujours.